This is Houston. Say again, please. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Houston, we have a problem. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. I think it's nice that we share the same sky. You are gonna miss that plane. C'est de toute beauté. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Nascosta tutti il bla 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 bla. Je suis juste fou d'amour, c'est complètement con. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Oh, hi, Mark. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore. It's a conspiracy, man. Hasta la vista, baby. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Et où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans ce dernier épisode, avant le bilan 2025, tout a un parfum de fin du monde. La fin du monde, c'est une constante chez James Cameron, à qui on accorde notre focus du jour pour la sortie d'Avatar 3, de feu et de cendres, un titre au goût d'apocalypse. L'amour qu'il nous reste de l'Islandais Linur Palmason nous raconte la fin d'un monde plus intime, celui d'une famille dont les parents se séparent et qui doit apprendre à se réinventer, tandis que dans L'Agent secret, dernier film de Kleber Mendonça Filho, un homme fuit son passé trouble et des menaces de mort pour renouer avec son fils dans un carnaval brésilien aux airs de dernier jour. Et puisqu'on aime autant les familles qui se déchirent que celles qui se recomposent, Ryan Johnson retrouve Daniel Craig, alias Benoît Blanc, pour le 3e volet d'À couteau tiré, Wake Up Dead Man. Benoît Blanc peut être le seul homme capable de sauver, si ce n'est le monde, au moins notre réveillon. Et en fin d'émission, carte blanche à Manon, qui rendra hommage à Rob Reiner, récemment disparu, au travers de son film Stand By Me, miroir tragique de la réalité. Silence moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à vous tous, bonjour à Yuri, bonjour à Manon, Félix, Laurent, Valentin. Je le disais, c'est notre dernière émission avant le bilan top flop de l'année, émission qu'on a déjà enregistrée à l'avance. Tu balances les secrets de fabrication là. Mais parce qu'en fait, on va révéler les secrets de fabrication au moment des recos plus tard dans l'émission, puisqu'on va parler d'une série où on a dit qu'on l'avait pas terminée, alors qu'en fait on l'a terminée depuis. Donc malheureusement, le secret ne tient pas. Parce que vous êtes comme la créature de cette série, vous voyez le temps de manière différente, le passé, le présent, exactement. Le futur en même temps. Tout ça se confond dans mon esprit. On va commencer par le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et merci à vous, nos auditeurs, de nous écrire. C'est toujours très agréable d'avoir vos retours. Aujourd'hui, on va répondre plus spécifiquement à 2 personnes. C'est peut-être toi, Yuri, qui commence. On a reçu un message de Yanis Anonyme qui nous a écrit un message très long, une lettre. Oui, presque. Alors on va pas y répondre in extenso. D'ailleurs, on remercie Yanis d'avoir écouté avec beaucoup de franchement de précision et d'exhaustivité le débat, puisqu'il répond à beaucoup de, enfin en tout cas, il réagit à beaucoup de points sur Make to My Love qu'on a évoqué sur Make to My Love. Le sujet du mail étant un téléfilm de merde, qui est je crois une expression utilisée par Félix que j'assume jusqu'au bout. Et en gros voilà, donc on va juste mentionner donc qu'on l'a reçu, qu'on l'a lu. On a beaucoup de points sur lesquels je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la vision qu'il a à la fois du film et du cinéaste, notamment du fait que du coup dans son mail Yanis dit que en tout cas le regard de Keshish n'est façonné que par le fait qu'il capte, beaucoup par le fait qu'il capte entre guillemets le vrai et le réel. On parle du fait de comment il filme les corps et notamment les corps féminins, puisque c'était un des points, un des enjeux de notre débat. Et je pense que c'est la ligne de fracture en tout cas qui nous sépare sur le film et sur son cinéma, et c'est très bien, mais c'est juste que en fait nous, en tout cas j'ai l'impression que le ressenti qu'on avait sur le film, c'est qu'il était surfabriqué et qu'au contraire il y avait assez peu de vie là-dedans et que tout était, et qu'on ressentait tellement le regard surplombant du cinéaste que ça nous mettait complètement à distance, et voire on trouvait ça problématique par certains moments. Et du coup par conséquent je pense que c'est ce mail, en tout cas cette réaction est assez révélatrice de ce qui clive, et en tout cas de ce qui génère de la tension autour de son cinéma. Si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait le film, effectivement, il y a a priori quand même un peu d'improvisation, etc. Je pense que nous, ce qui nous gêne, c'est que là-dedans, effectivement, en voyant des scènes qui s'étirent, etc., d'autant plus en fait, on voit effectivement l'artificialité, parce qu'il y a des moments où moi j'ai l'impression de voir les comédiens se débattre ou faire un peu durer la scène, etc. Et que finalement, parfois, quand c'est encore plus fabriqué, on voit moins l'artifice, paradoxalement. Exactement. Et du coup, il y a un autre point qu'il soulève, qui était que
selon lui, donc d'après 2 monteurs qu'il connaît, le montage de Canto Doué a été une expérience très positive et pas du tout ce qu'on a décrit. En l'occurrence, je tenais ça d'un monteur sur Canto Uno qui est parti en burn-out et qui arrive plus à regarder la fin des films depuis. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs expériences de montage sur plusieurs films. Il y a 25 monteurs, mais peut-être aussi que moi, c'est ce que je me suis dit en lisant ce mail, c'est que effectivement, quand tu arrives sur Canto Doué, je sais pas si les réalisateurs les monteurs qui le mentionnent ont travaillé sur les premiers, mais de fait, du coup, il y a 2 films qui ont déjà été sortis de ces rushs-là, donc j'imagine qu'il en reste un peu moins à trier pour faire Canto Doué que quand d'un coup les monteurs de Canto Uno se sont reçus cette espèce de j'imagine de flow de rush. Donc voilà, en tout cas des expériences diverses de ces différents monteurs, mais je pense que c'était probablement plus simple de travailler sur Canto Doué que sur les 2 autres. Et le deuxième message, eh bien, il concerne ce que tu viens de faire, Elisabeth, à savoir un bruit, un gong quand tu as tapé dans ton micro à l'instant, puisque c'est une auditrice qui sur Spotify nous dit qu'elle adore notre émission, mais que vraiment on a un gros souci de micro parce qu'à chaque émission il y a des bruits désagréables régulièrement, comme si quelqu'un tapait dedans. C'est vraiment dommage, ça gâche mon écoute et parfois j'avoue que ça me fait même arrêter l'émission. Donc c'est dommage. Et on a répondu à Sissi sur Spotify en lui disant que on était évidemment désolé, qu'on faisait de notre mieux, et elle a dit qu'elle adorait notre podcast, elle reviendrait nous écouter en janvier quand on reviendra. Donc franchement on l'adore. On est sur le coup pour le micro, c'est pour ça que je voulais répondre. Tu voulais réagir quand elle est franchement, c'est un message quand même plutôt très sympa. Oui. En vrai, c'est toujours cool d'avoir des retours extérieurs de comment se passe la technique et tout, donc n'hésitez pas à nous dire des trucs. On fait ce qu'on peut. Voilà, on n'est pas des professionnels du truc. On bricole en fait pas mal avec ce qu'on a pour essayer d'avoir un setup qui soit à la fois confortable et qui fonctionne plutôt bien. Parce qu'on n'est pas financé. Parce qu'on n'est pas financé. Donc en fait, oui, ça c'est sûr que. Parce qu'on est 100% indépendant. On sort de l'argent de notre poche. Donc voilà. Mais au-delà de ça, ouais, en fait c'est aussi un truc de, on essaye et puis parfois il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien. Là, on est sur le coup pour essayer d'améliorer le truc pour éviter ce genre de problème. Et on verra si ça les réglera ou pas, c'est pas sûr. Et en tout cas, s'il y a des gens qui veulent nous faire remonter aussi d'autres problèmes techniques, n'hésitez pas. Ou alors qui ont des solutions, des tips, ou de l'argent, ouais. Ou de l'argent. Vous pouvez toujours communiquer manifestement. Vous pouvez nous envoyer des... Ouais, faut qu'on monte un OnlyFans, hein, moi je le dis pour récupérer de l'argent. Peut-être. Voilà, donc envoyez-nous des conseils ou de l'argent ou les deux. En attendant, vous pouvez aussi vous abonner et laisser des commentaires sur les. Mais en tout cas, merci pour vos retours d'une manière générale. Belle technique marketing. Tu demandes des trucs dont tu sais que tu pourras pas les obtenir, donc une fois que t'as compris, hop, tu proposes quelque chose c'est de la beaucoup plus fameuse acceptable. technique. Laissez un commentaire. Si vous pouvez pas nous financer, laissez un commentaire. On va passer au box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 Alors, on ne sait pas encore les scores que vont faire cet Avatar 3, mais est-ce que les animaux de Zootopie continuent leur tsunami ? Oui, leur tsunami, bien sûr. Alors, absolument, puisqu'ils font quand même 989 000 entrées en cette 3e semaine, ce qui porte le cumul à presque 4 millions. Donc, clairement, les gens ont attendu toute l'année pour aller voir le film avec les animaux qui font la révolution. Ce qui est drôle, c'est que du coup, donc les animaux sont suivis par Chasse gardée 2. Oh non. Je sais pas s'il faut y voir un lien logique. L'Anthropocène. Mais en tout cas, voilà, il y a Zootopie 2 qui fait course en tête et ils sont chassés littéralement un peu de loin par les chasseurs de Didier Bourdon là. Et bref, qui fait 333 000 entrées sur sa première semaine, ce qui montre encore une fois quand même le score tout à fait relatif, le succès tout à fait relatif de comédie française à gros budget. J'aimerais quand même souligner que la bande originale de Chasse gardée 2 est signée Erwan Chandon et qu'elle est géniale et qu'elle est vraiment bien. Ils ont vraiment mis les moyens et c'est vraiment super. Donc voilà. Donc si vous voulez juste écouter la musique et pas forcément aller voir le film parce que ça soutient un compositeur qui est super et qui fait un taf vraiment stylé, allez-y. Et semi-roco. Voilà, dans les films qui se plantent un peu plus, il y a Mission Père Noël qui visiblement rate sa mission. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça déjà ? J'en sais rien. C'est un truc avec Patrick Timsit, avec Isabelle Nanty et ça fait 81 000 entrées sur sa première semaine. Non mais c'est un truc d'animation. Non, c'est un live action. Un live action. Voilà. Donc
donc voilà, il y a plein de films qui ne trouvent pas leur public. D'ailleurs, tous les médias ont fait, je crois, leur sujet. Pourquoi que les gens qui vont pas en salle cette année, j'ai vu France Inter, France Culture, bref, tout le monde a fait son petit sujet là-dessus. Donc, peut-être que nous aussi on le fera dans un focus à venir. Mais en tout cas, voilà, le box-office de cette fin d'année est très Disney friendly. Et ça va pas s'arrêter avec le nouvel Avatar. Dans les news qu'on voulait aborder, les nouvelles du jour, je vais parler en français. Manon va peut-être commencer par annoncer la réouverture de la clé. Oui, c'est une saga qui dure depuis 8 ans. La clé étant un cinéma, pardon. La clé étant un cinéma autogéré, associatif, le seul, je crois, de Paris, qui était dans le 5e arrondissement, qui a dû fermer donc il y a 8 ans parce que hausse des prix du loyer, le propriétaire des murs, c'était le CSE de la Caisse d'épargne Île-de-France. Et en fait, voilà, ils ont augmenté le loyer, l'exploitant ne pouvait plus payer. Et donc les bénévoles de ce cinéma, parce qu'il fonctionnait donc avec des bénévoles, ont décidé d'occuper les lieux. Donc ils ont continué à projeter des films, faire des AG, etc., jusqu'à se faire expulser. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de racheter la clé. Je vous parle de ça, c'était, je crois, en 2019. Il y a quelques années. Enfin, c'était sur plusieurs années. Ça dure. Et c'était pendant le Covid même. Ils ont. Ouais, absolument, ouais. COVID, Et ils ont donc fait ils ont lancé un fonds. Si, oui. Enfin, c'est pas genre une cagnotte, c'est une espèce de. C'est une manière de participer concrètement comme une forme d'actionnariat à la remise. Je crois. Un fonds de dotation, un truc. Un fonds de dotation, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Donc des particuliers ont participé. Il y a eu aussi un peu d'argent public et aussi des mécènes un peu connus et prestigieux du style Tarantino qui ont mis aussi un peu d'argent. C'est bien d'en parler en bien. Non, Scorsese, je crois pas. Non, je crois que Scorsese c'était un espèce de soutien, mais genre plus. Je crois que celui qui a vraiment mis la main à la poche, c'est Tarantino. Il a juste dit how much do you need, ce que je trouve être la phrase la plus américaine. Pas mal d'argent. Scorsese, il a mis des commentaires. Scorsese, c'était un soutien de loin. Bref, voilà, tout ça fait qu'ils ont réussi à racheter en fait les murs du cinéma. Ils ont fait des travaux de rénovation et le cinéma va donc réouvrir officiellement le 14 janvier prochain. Et c'est donc quand même une victoire parce que c'est quand même un cinéma assez emblématique et donc le seul cinéma, me semble-t-il, associatif autogéré de Paris. Donc c'est quand même un peu une institution. Donc tout ça est une bonne nouvelle parce que c'est une saga qui durait depuis longtemps. Et l'autre nouvelle dont on voulait parler, qui est évidemment beaucoup moins réjouissante, c'est la mort du réalisateur Rob Reiner, notamment le réalisateur de Misery, Quand Harry rencontre Sally, Stand By Me, qui a été retrouvé assassiné avec sa femme à coups de couteau. Maintenant, c'est un peu le feuilleton judiciaire depuis la semaine dernière. Oui, parce que très vite a été identifié son fils aîné, je crois, comme potentiel assassin. Et donc, il s'avère que c'est vrai, c'est un ancien drogue addict qui a eu un parcours de vie un peu compliqué, qui a été sans domicile, toxicomane, sans domicile fixe un temps. Je crois que les relations avec ses parents étaient un peu compliquées. Ils ont fait un film avec son père, etc. Qu'il a un film sur en fait son histoire à lui qui s'appelle, je crois, Le Monde selon Charlie ou quelque chose comme ça, et qu'ils ont coécrit ensemble. Et que Rob Reiner a réalisé. Visiblement, il a coécrit d'ailleurs le fils avec un camarade rencontré en centre de désintoxication. Je savais pas. Bref, voilà, tout ça pour dire que, a priori, c'est lui l'assassin de ses deux parents et c'est vraiment une histoire. On n'en sait encore rien pour le moment, mais disons qu'effectivement, il a été arrêté et comme principal suspect. Ouais. Et qu'il pourrait avoir la peine de mort si jamais il est reconnu coupable, visiblement parce que dans cet état, la peine de mort existe encore et étant donné que c'est un double homicide, le couteau, etc. Enfin, en tout cas, visiblement, il encourt jusqu'à la peine de mort, donc vraiment une assez sombre histoire. Tu nous reparleras en carte blanche de Rob Reiner, mais pour lui rendre un hommage au travers de Stand By Me. Oui. On va tout de suite commencer avec le premier débat de cet épisode. C'est L'agent secret de Kleber Mendonça Filho, bande-annonce. Essa é a pessoa que eu quero. Buraco na boca. Isso é feito aqueles programas. On est au Brésil en 1977 et Marcelo, un homme fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Félix, c'est un film dont tu avais déjà dit beaucoup de bien au moment de... Il était en compétition officielle au Festival de Cannes. Ouais. Ça y est, il sort en salle. Est-ce que tu as eu le temps de mûrir ton avis sur cet agent secret ?
Ouais, enfin plutôt c'était intéressant pour moi de me replonger un peu dans les souvenirs que j'avais du film qui sont éparses, je vais être honnête, parce que c'est un film qui est très dense, il se passe énormément de trucs, il y a beaucoup d'histoires et de ramifications et il y a quand même une partie du film que j'ai un peu occultée de mes mémoires. Il n'empêche que il me reste, je crois, une atmosphère quand même assez poisseuse de ce Brésil, un truc un peu complotiste, en tout cas paranoïaque, que je trouvais assez chouette, en même temps très proche des personnages, un côté assez minimaliste dans son approche. C'est pas du tout, le film s'appelle L'Agent Secret. Et évidemment, quand tu vois le film, tu comprends, il y a un espèce de jeu autour de ça. Faut pas du tout s'attendre à un James Bond, c'est pas du tout le plan. Et en même temps, je trouve que faut pas non plus s'attendre à un film d'espionnage. Après, si on connaît le réalisateur, parce que Kleber Mendoza Filho, c'est celui qui a fait Aquarius, qui a fait le bruit de Récif. Si on connaît un peu sa filmographie, on s'attend pas à un James Bond. C'est lui, Bacurau, on est d'accord. C'est tout à fait lui, Bacurau aussi. Par exemple, j'avais détesté. Et Portrait fantôme aussi. Et en fait, je trouve que là, il y a un... Je sais pas, j'ai trouvé ça assez stimulant parce que je trouve que c'est un espèce de film monstre, mais avec énormément de passages qui sont très différents les uns des autres et qui du coup offrent une expérience à chaque fois aux spectateurs très différente. Il y a une espèce de passage complètement absurde avec une jambe coupée qui terrorise une population, je vous en dis pas plus, mais qui est absolument génial et qui évidemment flirte énormément avec le film de genre. Il y a d'un coup tout un espèce d'hôtel avec que des outcasts gérés par une espèce de vieille dame qui a une personnalité extraordinaire, et toutes les personnes de cet hôtel-là, en fait, je trouve, ont des visages, racontent quelque chose de leur vie qui sont hyper touchants et assez extraordinaires. Donc je pense qu'il y a vraiment à boire et à manger. En tout cas, moi, j'avoue que j'ai vraiment aimé me plonger dans cet univers-là, et même si le film est quand même assez exigeant, in fine, quand on le finit, je trouve qu'il te laisse quelque chose, une vraie impression que je trouve hyper fort. Et je trouve que ce que dit le film aussi de la gestion par le gouvernement et par nos sociétés de toutes ces personnes qui du coup ne sont pas des agents secrets, mais dont je ne révélerai pas le statut, je trouve ça extrêmement pertinent, hyper juste et très actuel. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un très bon film. Laurent et Yuri, je crois que vous êtes un peu moins emballés par cet agent secret. Yuri, peut-être pour commencer, alors je crois que t'as un peu dormi. Alors oui, je vais pas me prononcer sur le film avec un avis définitif, parce qu'en effet, j'ai roupillé. Mais il y avait du coup à la fois un truc un peu soporifique et hypnotique. Je sais pas, c'est peut-être un peu entre les deux, parce que en effet, le film commence et vraiment, moi, je m'attendais un peu plus quand même à... comme nous tous. Le film s'appelle L'Agent Secret. Je me dis, bon, il y a quand même un petit peu des histoires de dissimulation et tout. Et en fait, ça part un peu dans une espèce de comédie burlesque absurde, avec une atmosphère en effet très poisseuse, avec une sorte aussi d'histoire dans l'histoire, où à un moment il y a une jambe en stop motion qui court dans le rue. Enfin, moi vraiment, j'ai des espèces de flashs où je me réveillais de temps en temps. Le rêve fiévreux. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve fiévreux, mais je dis ça à moitié en rigolant, parce que j'ai un peu l'impression que c'est ce que veut faire le film. Et du coup, j'avoue ne pas du tout être rentré dedans. C'est-à-dire que je pense que je me suis laissé aller au sommeil pendant cette séance qui était un peu difficile, parce que le film dure 3 heures et qu'il est très lent, qu'il se passe pas grand chose, et en tout cas moi dans mon souvenir que j'en ai, et du coup je n'aurais pas un avis définitif sur le film. Je dis juste que ma perception en a été vraiment j'ai vraiment lutté pour rester accroché, pour comprendre vraiment l'intérêt de cette histoire, et du coup je suis en effet complètement passé à côté de la proposition. Maintenant, ne m'écoutez pas. Mais tu aimes le cinéma de Kleber Mendoza Filho au départ? À la différence de Félix, par exemple, Bacurau est un film que j'aime plutôt bien, justement. Je trouve que ce côté poisseux et à la limite du cinéma bis en plus, parce qu'il y a quand même un truc où il fait jouer. Moi, c'est juste que c'est mon expérience de Cannes il y a je sais pas combien de temps, où littéralement j'ai dormi devant Bacurau, donc du coup on s'est inversé. C'est bien, vous voyez chacun un film, vous pouvez vous faire des débriefs. Mais en tout cas, à la fois Bacurau et celui-là, ils entretiennent un rapport avec un cinéma un peu, on va dire, un cinéma de série B, quoi, avec une sorte de mais qui s'assume, en tout cas dans Bacurau, qui l'assumait un peu plus, avec ces touristes qui débarquaient, avec Udo Kier qui jouait un touriste allemand qui tuait des Brésiliens dans le vrai. Il y avait un truc, le projet est pas du tout pareil là. Voilà, il y avait un truc en tout cas je trouvais qu'il communiquait un peu plus avec ce cinéma-là, et qu'il l'assumait un peu plus. J'ai du mal à me plonger dedans, mais en tout cas la reconstitution du Brésil des années 70, elle était assez convaincante, assez extraordinaire. Et il y a une vraie atmosphère dans le film, en tout cas pour ce que j'en ai vu. Il se trouve que quand même la fin, je l'ai vu, j'étais bien réveillé, j'ai un peu moins accroché en tout cas à tout l'aspect on va dire contemporain de l'histoire, et voilà. Mais maintenant je laisse la parole à Laurent, qui a peut-être un meilleur souvenir que moi. Mais déjà, moi je veux savoir, Laurent, t'as dormi devant L'Agent Secret ou Bacurau?
J'ai pas vu Baccarat. De toute façon, encore une fois, c'est le premier film C'est le premier film que tu vois de ce réalisateur. Vraiment, Je connais assez mal la filmographie. genre laissez-moi tranquille quoi. Laissez-moi regarder mes films de kung fu. Genre arrêtez de m'emmerder quoi. Découvre un nouveau cinéaste. Moi je regarde trouver un nouveau cinéaste. Bien, c'est souvent génial. pour la dernière fois d'ailleurs. Et ça risque d'être un peu le cas avec, en vrai, avec ce monsieur. Aquarius et Baccarat, c'est des films superbes, donc franchement, c'est putain. Ouais, c'est mais bien. Bruit de récif, moi j'avais beaucoup aimé. Voilà, pareil. Honnêtement, je suis un peu. Moi, je suis plus Team Yuri, c'est-à-dire que c'était très long. On l'a vu dans la même salle, mais pas au même endroit, parce que c'était à Cannes et c'était en projection officielle en plus. Donc il y avait des gens qui venaient, qui n'étaient pas forcément des journalistes qui étaient là. Honnêtement, les 3/4 des gens autour de moi se sont barrés au fur et à mesure du film. Oui, parce mais ça qu'ils en c'est avaient assez. marre. Enfin, à Cannes, c'est un Certes. classique, c'est pas. Certes, c'est un mais statement. là, honnêtement, bon, je crois que c'est une des séances que j'ai faites avec Make to My Love Intermezzo où j'ai vu le plus de gens partir. Alors, moi ça C'était- bat pas. c'était- ça a fait chier vraiment à peu près tout le monde. Ça ne bat Voilà. pas la séance du documentaire chinois de 4 heures. Tu me rappelleras le nom du Le mec d'Al West Ah oui. Jeunesse Le mec d'Al West des Rails, Wang ouais. Bing. de Wang Wang Bing, Bing, où j'ai vu des gens jouer à Zelda sur leur Switch. Ah, le manque de respect. Enfin bref, mais là toujours est-il que beaucoup de gens se sont barrés pour une raison simple, c'est chiant, c'est giga chiant. Moi j'ai trouvé ça hyper chiant, mais la réalité c'est qu'il y a des trucs que je sauve dedans quand même, et notamment cette scène d'intro qui est vraiment super dans la station-service et tout, avec de la vraie tension et tout. Il y a un truc. Mais il y a beaucoup de scènes comme ça par ouais. moment qui Il y a sont quelques hyper- petites scènes comme Ah, ça. il y a des L'idée vraies de la jambe, fulgurances, tu vois, c'est marrant parce que l'idée de la jambe, je l'avais un peu oublié, mais enfin, en reparlant, c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait tout ce délire autour de la jambe qui honnêtement est assez malin et parle d'un truc, qui est vraiment intéressant compte tenu de la situation, etc. Sur l'homophobie, entre autres. Est-ce qu'ils ont tous mis toutes ces scènes dans la bande-annonce? Parce que la bande-annonce, elle donne vraiment envie. On a l'air d'un truc hyper dynamique. Moi, je pense à nos auditeurs qui n'ont pas vu le film et qui entendent il y a une jambe en stop motion qui se balade dans un carnaval Non, et mais ça il y a une parle de histoire- en fait, il y a une l'homophobie. histoire de jambe. La police retrouve une jambe juste découpée, ensanglantée sur le bord d'une plage, quoi. Et ça devient une légende urbaine. Et ça devient une espèce de légende urbaine, et comment tout ça se construit. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant. Je trouve qu'au contraire, tout le délire dans l'hôtel est un peu fabriqué et globalement un peu bidon. C'est-à-dire que tu disais, genre, je me raconte les histoires de tous ces gens. Bah, évidemment qu'on me raconte les histoires de tous ces gens, c'est des gens qui, limite face caméra, me racontent leur histoire. Ouais, mais donc je c'est trouve quand qu'en même fait, que je trouve, genre, pour le hyper coup, lourd. Pour le coup, ils le font. Enfin, je trouve que vraiment sa manière de ben, d'écrire ses personnages est beaucoup plus. Moi, je déteste ce genre de scène d'habitude. Et là, ça marche parce que ouais, je ça trouve que, surprend. en fait, ils ont des, je sais pas, ils ont des gueules. Il allait casser des gens que je vois jamais au cinéma. Et je trouve que du coup, il y a un truc hyper fort de les mettre tous dans cette même pièce et de les mettre tous aussi dans cette espèce d'état d'alerte de on a plus de chez nous, il faut absolument qu'on se cache. Et je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, moi, je trouve que pour le coup, ça m'a vraiment. Et c'est la pas gérante suffi. que je trouve incroyable aussi. Je crois que du De quoi coup, la La gérante, elle est de- vraiment cool. C'est de vraiment un l'hôtel, personnage elle est assez marrant. incroyable, quoi. Et que c'est une super actrice en plus. Ouais. Mais je suis d'accord qu'il y a quelques bonnes idées, il y a quelques trucs un peu intéressants. Mais moi, j'ai oublié quand même une grosse partie du film. Je me rappelle quand même vraiment de longs moments d'ennui. Parce que c'est très long et que il se passe pas grand chose, quoi. Il y a de l'atmosphère, il y a des petits moments, mais enfin en dehors de ça, c'est très vide. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc, c'est. Je pense que si on était brésilien, peut-être qu'en fait, on connecterait beaucoup plus c'est avec possible. plein de trucs. Un Parce peu que la je même, pense que la le même film, réflexion que je m'étais fait sur le Walter Salles qui était sorti l'année dernière. Ouais, mais en fait, j'avoue, qui d'ailleurs se passe au même moment. qui se passe à peu près au même moment au Brésil Ouais. aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs que nous, Européens, on capte pas parce que. Je connais pas l'histoire de la dictature au Brésil, et donc j'avoue, je suis un peu. Mais par largué, ailleurs, quoi. je pense que ce que tu dis là est particulièrement vrai aussi pour Bacurao. Ouais, Moi, c'est un film que j'ai apprécié un peu plus en ayant du contexte. Ouais. Parce que t'as vécu au Brésil dans les années 70, c'était chaud. Bah, moi, C'est lui oui, le dictateur. En tant que d'origine allemande, oui, évidemment. Il y a un multivers où je commence à faire l'accent brésilien. Enfin, c'est vraiment scandaleux. Et du coup, non, mais en fait, dans Bacurao notamment, il y avait ce truc il y avait ce truc de la. Tu l'as un peu horrible. tenté, là. Tu veux hein. dire Bacurao Pardon, je suis désolé pour tous les Brésiliens, tous les gens qui parlent portugais, excusez-moi. Voilà. Hein, genre. Non, mais du coup, il y avait une vraie notion de notamment de villages qui se font rayer de la carte par le gouvernement pour en fait permettre la déforestation. Donc à partir du moment où les cartes sont mises à jour, en fait les villages disparaissent. Et du coup, ça permet de déforester et de notamment cramer des villages et tout. Et du coup, quand tu avais ce contexte-là, le film avait d'un coup une résonance encore plus intéressante qui dépassait le simple principe de il y a des touristes qui débarquent pour tuer des mecs dans la pampa. Et du coup, je trouve que c'est un peu peut-être aussi en effet ce qui peut résonner avec l'agent secret. Peut-être que ça fait partie de ces choses-là qui peuvent nous. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on le recommande cet agent secret et à quel spectateur? Honnêtement, je trouve que c'est quand même une séance très difficile. Hein. C'est très long et il se passe vraiment pas grand-chose.
à part d'être vraiment dans ce délire de trucs très très contemplatifs, c'est quand même hyper chiant. Moi j'ai trouvé ça hyper chiant. Félix, si tu dois le défendre une dernière fois. Non, mais je pense que c'est effectivement des spectateurs avertis. Il faut pas y aller en pensant voir comme nous un film d'espionnage ou machin. Oui, voilà, c'est pas pas du ça tout. aussi, Parce là. que je pense que tu peux être déçu si tu te fais un film dans ta tête qui n'est pas du tout la proposition. Et allez-y si vous avez une carte UGC. Du coup, ça permet d'être. En vrai, allez-y aussi parce que ça soutient un film brésilien intéressant, d'un cinéaste qui part et qui est quand même virtuose à la mise en scène Voilà. et dans la Non, mais- reconstitution. Enfin, faut quand même se dire que les visuels tuent vraiment et littéralement par moment et que c'est quand même suffisamment rare en fait de voir ça. Wagner Moura est super. Wagner Moura est génial. Mais est-ce que Et- Wagner Moura, ça lui arrive Comme de pas d'hab. être bien? Il a eu le Prix prix d'interprétation de cette année à Cannes et en même temps il est toujours bien ce type. Enfin, moi, j'encourage les gens à aller le voir, même si j'ai pas passé une bonne séance, tu vois. Ouais. Bah au moins Oui, ça effectivement reste vous n'avez C'est pas une quelque bonne chose chance, qui vous laissera indifférent. t'avais l'air d'avoir un sommeil plutôt de bonne Voilà, qualité. j'allais dire, et si vous n'aimez pas Pas le film, mal, vous hein, pouvez toujours dormir comme Yuri. On va passer du Brésil à l'Islande, donc petit choc thermique, avec L'amour qu'il nous reste de Linur Pálmason. Órafjarri í litlum afskekktum bæ situr 5 manna fjölskylda ásamt fjárhundi og nýtur síðbúins kvöldverðar. Þau eru hamingjusöm á að líta, örugg og varin frá hættum heimsins. Donc L'amour qu'il nous reste, c'est un film qui se déroule sur une année et dresse le portrait d'une famille dont les parents viennent de se séparer, Valentin. Tout à fait, c'est ça. J'ai réécouté ma chronique à Cannes parce qu'effectivement je ne l'ai pas vu non plus depuis le mois de mai et donc effectivement comme pour Félix tout à l'heure avec l'agent secret, il y a des choses qui se décantent puis il y a des choses qui restent ou qui restent pas. Tu l'avais beaucoup aimé à Cannes, L'amour qu'il nous reste. Oui, je l'avais vu tout seul mais j'avais bien aimé. Peut-être parce que tu l'as vu tout seul. Ouais, ça, je voulais le voir en fait. Non, mais c'était en fait, je trouve que le film est super réussi. C'était très étonnant parce que en fait, ayant vu les projets précédents de Monsieur Pálmason, notamment Godland il y a 3 ans, c'était 2 ans, 3 ans, je sais plus. C'était quand même un projet complètement différent qui s'annonçait parce que là, c'est quand même un film vraiment d'une chronique familiale. Là où Godland c'était un truc très sec, très historique, vraiment dans le sentiment tragique avec vraiment une mise en scène un peu, avec des grands paysages, des trucs très vraiment impressionnant. Il y avait une volonté de saisir un truc un peu imposant. Là, c'est vraiment à l'inverse, c'est un film tout petit. C'est-à-dire, c'est un film sur des parents qui divorcent mais qui veulent faire les choses à peu près correctement ou en tout cas en conservant un lien familial. Sur les pérégrinations des enfants. Et d'ailleurs, je trouve une anecdote qui est intéressante. Mais d'une part, il filme ses enfants, ses 3 enfants. Et par ailleurs, enfant à lui, le réalisateur. Enfant à lui, ouais. Pálmason. Et surtout, il est parti à la base d'un matériau qui était un court métrage où ses enfants jouaient en fait. Donc en fait, il est parti de ces séquences-là avec les enfants pour se dire tiens, qu'est-ce qui se passerait si on ajoutait des parents, qu'est-ce que font les parents pendant ce temps-là en fait. Et il a construit ce film comme ça. Et voilà, il se sépare. Et donc du coup, le film est vraiment tout petit, il est resserré autour de séquences. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où les enfants jouent et ça c'est encore très présent. Il y a des séquences professionnelles, notamment pour la mère qui est artiste et puis qui crée comme elle peut. Donc il y a aussi une projection, je pense, de lui dans ce personnage-là qui est un peu paumé. Il y a des séquences avec le grand-père. Enfin, il y a des séquences même fantastiques par moment parce qu'il fait intervenir des éléments des éléments pas du tout réalistes d'un coup et il crée des séquences un peu oniriques de cette manière-là. Donc le film tient de bric et de broc avec des choix de mise en scène que je trouve toujours très exigeants. C'est-à-dire que quand il filme en intérieur, les cadres, je les trouve toujours très précis. Je trouve qu'il capte les séquences correctement. Il y a beaucoup de préparation, je pense, dans la mise en scène. Et quand il est dehors, en fait, il met aussi beaucoup de cœur à filmer correctement les paysages et l'Islande. Bon, effectivement, je pense que si tu fous ta caméra quelque part en Islande, déjà, c'est pas mal. Mais là, c'est vraiment beau. C'est un très beau pays, ouais. Donc voilà, en fait, globalement, le film est très beau, très drôle, très bien écrit, très bien mené et avec des espèces d'irrégularités dans la narration que moi je trouve vraiment très belle. C'est-à-dire qu'il te surprend en permanence, c'est un film qui bifurque, c'est un film qui prend le temps de faire des pauses et qui en fait va laisser un peu, je spoil rien, mais qui laisse effectivement un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on sait jamais, on sait pas trop en sortant ce qu'il en est, quoi. Et c'est pas grave parce que là il y a vraiment un côté un peu, bon là je vais sortir un peu un truc slogan publicitaire, mais c'est vraiment une tranche de vie. Enfin il y a un peu ce truc là il y a une parenthèse, on la referme et puis les choses continueront comme elles continueront. Donc c'est très beau, moi je trouve ça vraiment très très beau, ça fait partie de mon top de l'année. Mais j'allais dire l'agent secret fait aussi partie d'un top, donc là on parle de films qui ont été topés, mais je ne dirais pas par qui, pour la semaine prochaine. Manon... C'est pas très surprenant. Et en fait c'était Yuri. Non mais ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas là, mais après t'es pas obligé de t'avouer comme ça. Moi j'ai topé Avatar. Oh, wow. Manon, L'amour qu'il nous reste, est-ce que tu en gardes un joli souvenir toi aussi? Bah,
Moi, j'en gardais justement des souvenirs de tableaux assez précis, mais une idée assez vague de la narration. Et Valentin m'a dit qu'il l'avait topé. Et je me suis dit, bon, comme vie privée Zlotowski, il faut que je redonne une deuxième chance à ce film. Donc tu l'as revu? Je l'ai revu. J'adore c'est devenu ma spécialité. Et en vrai, c'est vraiment bien. Alors, il faut avoir beaucoup de temps. Je confesse, j'ai beaucoup de temps en ce moment. On peut pas faire ça tout le temps. Mais je trouve ça vraiment bien de pouvoir revoir les films parce qu'encore une fois, je l'ai vraiment revu à la hausse parce que en fait, pareil, moi, ils le vendent comme un film sur un divorce. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où tu sais que tu vas pas voir ce film sur un divorce, où il va y avoir des conflits, des tensions... C'est pas un Noah Baumbach, tu veux dire? C'est pas un Noah Baumbach, c'est pas un Kramer contre Kramer, pas du tout. Et ben je trouve qu'une fois que tu sais que tu vas pas voir ça, et ben c'est vraiment effectivement un très beau film. Encore une fois, moi tu me filmes l'Islande, je suis contente et là franchement c'est vraiment très très beau. Mais je trouve que il porte vraiment un regard. Enfin c'est vraiment un film sur le quotidien d'une famille, mais il arrive toujours à poser un autre regard sur des moments de vie complètement anecdotiques. Je trouve qu'il y a un travail de montage qui est assez dingue parce qu'en fait ça se passe sur les saisons comme ça et on voit vraiment les saisons qui changent. Puis en Islande c'est quand même assez marquant le temps qui passe et les saisons qui changent. Tout en ayant une espèce de fluidité, genre tout se fait de façon très smooth comme ça, enfin très douce, c'est hyper bien fait. Et aussi un travail de cadrage assez dingue parce que je trouve qu'à chaque fois dans ces cadres, il se passe... il y a presque différentes tonalités dans le même cadre. Oui, ça, il y a un principe burlesque. Il y a des choses qui se passent en arrière-plan, en fond. Ouais. Et par exemple, j'ai une séquence hyper marquante qui me revient en tête où donc la mère est artiste et elle fait son atelier est à ciel ouvert, donc elle fait des espèces d'œuvres dans la nature. Et à un moment, elle arrive et des chevaux sauvages ont piétiné son installation qui est clairement des bouts de fer rouillés sur des toiles. Enfin bref, on en pense ce qu'on en pense de son art. Et donc tu vois devant des chevaux sauvages qui passent comme ça, qui galopent devant un paysage islandais. Et puis en fond, la mère qui râle parce que genre en gros, ils ont niqué son œuvre. Donc je trouve que vraiment, il a une composition des cadres comme ça qui est assez dingue. Pareil avec un galeriste suédois qui vient, qui est un espèce de mec hyper mal poli et qui est juste intéressé. Et tu vois son avion se cracher dans le fond avec juste des oiseaux. Enfin bref, je trouve que vraiment, il arrive à avoir plein de registres différents juste dans un même cadre et c'est assez fort. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même un truc assez amer. Enfin, on sent que vraiment la mère, elle peut plus blairer le père, vraiment. Et du coup, même si c'est un film islandais avec très peu de profusion, de sentiments, d'émotions, tout ça, on sent quand même l'amertume du divorce et de la mésentente. Et ouais, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu esthétiquement. Le cinéaste, en plus, c'est, je crois, plasticien à la base, donc vraiment, ça se ressent avec la nature, ce qu'il arrive à faire, même les jeux de couleurs, de matière, de tout. Enfin, c'est vraiment plastiquement un film qui est vraiment très intéressant. Est-ce que le fait que ce soit pas vraiment un film de divorce, c'est pas lié au fait que l'Islande, ils sont pas beaucoup et que même si elle veut partir, elle peut pas vraiment aller très loin, si ce n'est que dans le prochain village où probablement, enfin. En vrai, il y a peut-être un peu de ça parce que le père est toujours un peu dans les environns, n'empêche qu'il revient à la maison. Alors on pense que c'est plutôt pour préserver un peu la cellule familiale. Il a fait le tour de l'île, quoi. Il s'est dit bon, ça m'a pris 2 heures. Je reviens à la maison. Non, mais ils ont un peu ce truc un peu protestant de on va faire les choses bien et sans effusion et en bonne intelligence. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un truc un peu sous-jacent qui est très mélancolique quand même dans les choix d'exprimer certaines choses ou non. Toutes les scènes où il y a que la mère et le père ensemble, là pour le coup il y a des choses très intenses qui se jouent assez rapidement, même dans la direction d'acteurs et tout. Donc non, je trouve que oui, effectivement, on sent quand même cette mélancolie profonde. Il faudrait effectivement pas croire que c'est une comédie complètement parce que c'est pas totalement le cas. La comédie, elle arrive, je trouve, des éléments extérieurs, de la nature, des trucs comme ça. Par contre, les personnages, c'est assez tragique ce qui se joue entre eux, quoi. Ouais, s'il se joue une histoire, c'est une histoire tragique. Ouais. Moi, j'ai juste une petite réserve sur les séquences oniriques parce que je trouve que le film a déjà une dimension onirique assez importante. Et il y a des séquences vraiment de rêve que je trouve un peu trop théoriques et un peu trop symboliques, un peu lourdes, mais voilà, sinon c'est vraiment un beau film. Moi je veux dire qu'il y a une super séquence avec un épouvantail à tête de chevalier. Waouh. Est-ce qu'il y a une jambe en stop motion aussi? Non, mais je me suis dit que ça ajoutait au bestiaire de la soirée et qui du coup va prendre vie et il y a tout un segment à lui. Voilà, ça devient un vrai personnage. Donc une jolie recommandation pour cette fin d'année, L'amour qu'il nous reste, qui est actuellement en salle. On va maintenant parler d'un film qui vient d'arriver sur Netflix, c'est le 3e volet déjà d'À couteau tiré de Rian Johnson. Ce 3e s'appelle Wake Up Dead Man. You're the only one on stage with the Monsignor at the time of his killing. You're the only one at that church who hated his guts. The spirit really moved him today, huh? So help me. Donc après À couteau tiré et Glass Onion, voici Wake Up Dead Man, le détective Benoît Blanc, il faudrait le dire avec... Benoît Blanc. Collabore avec un jeune... Je vais pas faire mieux. Collabore avec un jeune prêtre pour enquêter sur un crime totalement inexplicable perpétré dans l'église d'une petite ville au sombre passé, Yuri.
Ouais, alors en effet, je vais finir mon Haribo. Et je Vas-y. vais noter le timecode. Mâche encore. On peut dire que Benoît Blanc reprend du service pour la 3e fois. Absolument, il vient notamment en aide à Josh O'Connor, un jeune prêtre tout mignon. Ça va pas. Non, mais non, mais en fait, c'est un peu sa seule caractérisation dans le film, quoi. C'est qu'il est vraiment trop mignon, trop gentil, qu'il veut vraiment trop faire le bien. C'est pas un hot priest, du coup. C'est pas un hot priest. Il est hot parce qu'il est quand même. Cute priest. Il est cute priest, voilà. Okay. Et non, c'est seulement Andrew Scott qui peut être le hot priest, et on a on a son pendant cute. Moi, je suis plus. Alors voilà, je suis plutôt client, moi, des à couteau tiré. Ça, on sait. Ça va, c'est pas comme si c'est pas non plus une déviance si chelou que ça. Pas du tout. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier que je continue à défendre. J'aime aussi plutôt le deuxième parce qu'il allait dans une direction vraiment bordélique qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Et là, j'étais assez chaud pour le troisième parce que il y a une ambiance Nouvelle-Angleterre, un truc un peu néo-gothique avec toutes ces atmosphères-là qui sont un peu travaillées, avec notamment la manière qu'il a d'interroger cette foi qu'ont les gens autour d'un personnage qui est très trouble, qui est joué par Josh Brolin, qui les emmène un peu dans son délire fanatique. Et tout ça est assez intéressant. Je trouve que la manière dont Benoît Blanc, au début s'insère dans cette histoire est assez cool. Jusqu'au moment où en fait les mecs ont décidé d'arrêter d'écrire l'enquête et que on finalement s'en bat les steaks et que globalement ça devient une espèce d'enchaînement de séquences qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Tout ça pour arriver à une révélation où moi j'ai pas compris comment on en était arrivé là. La conclusion de l'enquête. J'ai pas compris où étaient les indices, j'ai pas compris où étaient les trucs. Il y a juste un personnage qui dit voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc là t'as 20 minutes de flashback sur comment il ou elle a fait le méfait, haha. Et du coup je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi il se murmure que Rian Johnson en a marre de Netflix et que globalement oui. On sait pourquoi ou pas du tout? Parce que visiblement lui voulait pousser pour une sortie sale, Daniel Craig voulait pousser pour une sortie sale et que globalement c'est vrai qu'il a fait des sorties Daniel Craig publiques. Oui voilà, donc globalement il y a visiblement du plomb dans l'aile dans la relation entre Netflix et l'équipe créative, mais j'ai un peu l'impression qu'au bout de une heure de film ils s'abordent leur propre truc en se disant bon, pourquoi on se fait chier finalement si on enchaînait juste les blagues et les gens qui finalement révèlent la vérité à la fin? Ce qui fait que moi je n'ai pas du tout la satisfaction que tu avais quand même un peu avant, où tu reconstituais le puzzle, même si c'était bancal, même si c'était toujours un peu foutraque tiré par les cheveux. T'avais un côté popcorn qui marchait quand même, c'est-à-dire que tu revoyais quand même certaines séquences en disant ah quand même c'est malin, c'est marrant, ou alors tu disais c'est complètement con, enfin ça dépend de comment t'apprécies le film. Mais là j'étais dans un truc... Je me sens un peu visé quand tu fais des gestes de mort. Parce que je crois que c'est toi qui avais dit un truc comme ça. Mais voilà, donc moi j'étais, j'avoue, un peu abasourdi par la paresse du truc qui vraiment va dans... Mais littéralement, les gars, ils conduisent sur une autoroute et au bout d'un moment, ils disent bon, en fait, je vais faire demi-tour et rouler à contresens et me prendre un mur. Et t'es là genre, mais c'est complètement con de faire ça. Enfin, pourquoi tu... C'est pas recommandé effectivement dans le code de la route. Est-ce que je peux dévoiler un petit élément de ta vie privée, Yuri, après les films devant lesquels tu dors? Celui-là, il me semble que tu l'as regardé en rentrant de soirée entre minuit et demi et 2h à peu près. Non, alors celui-là, je l'ai fait. Il dure 2h30, donc plutôt entre minuit et demi et 3h. Non, celui-là, je l'ai pas regardé. Non, pas du tout. Je me fiais à une story Instagram où je pensais que tu l'avais regardé vraiment très tard. Ah non, j'ai fait la story Instagram tard parce que ça m'a fait rire. Mais très bien, tu avais déjà vu le film. Je me trompe donc. C'était un très bon mème par ailleurs. Par ailleurs, c'est très bien utilisé. Je crois que c'est toi qui nous as introduit à cette blague, mais là, les gens ne savent pas de quoi on parle. Alors moi, hier, j'ai mangé un steak. Donc suivez-nous sur Instagram, c'est que j'ai envie de vous conseiller. Voilà. Valentin, est-ce que tu es plutôt toi aussi friand de cette saga des à couteau tiré? Il fait un grand oui de tête que nos auditeurs ne peuvent pas entendre. Je pensais que tu allais me dire est-ce que t'es friand des films puzzle comme ça, les Whodunit machin. Et là pour le coup oui, je suis un gigantesque fan par exemple de Détective Conan parce que effectivement quand j'étais gamin j'adorais remettre les pièces en place. Détective Conan. À l'ancienne. Mais pas tant parce qu'il y a des films qui ressortent là. Hein. Oui, mais c'est un animé, c'est un manga extrêmement vieux. Oui, mais je veux dire pour les enfants des années 90, il y avait le dessin animé à la télé en permanence. C'était trop bien. Bref, je l'avais pas vu, mais Laurent a frétillé sur son siège de la cité des Détectives Conan. Oui, pourquoi c'est activé genre. Je n'ai jamais regardé. Donc jamais regardé Détective Conan. Et bah regarde Détective Conan. C'est le premier film que je vois de ce réalisateur. Bon bref, c'est vachement bien et effectivement, moi j'ai toujours effectivement ce plaisir de se dire je prends le popcorn et j'attends qu'on m'emmène et qu'à un moment on me casse mes certitudes pour faire un truc qui me surprend quoi. Et en fait là cette recette là elle est pas tenue du tout, je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc qui est très symptomatique moi qui à un moment m'a un peu laissé perplexe, c'est que le film démarre sur une voix off
du prêtre là en l'occurrence, ce prêtre tout mignon qui parle qui du coup raconte l'histoire, ce qui déjà peut être un peu qui tout double, et là je trouve que c'est un peu une facilité, mais admettons. Mais au début tu te dis c'est lui qui... Mais voilà, t'attends le pourquoi il a l'air d'être en train de parler à quelqu'un. Ouais. Et en fait à un moment on te dit bah oui voilà pourquoi il est en train de parler, puisqu'il est en train d'écrire une lettre à un personnage. Donc là on comprend, sauf qu'en fait après il écrit sa lettre, il la referme, il la donne, l'autre la lit. Et il continue à parler, la voix revient. Et là je me dis mais en fait c'est pas, enfin pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Voilà, alors est-ce qu'il y a une deuxième lettre ? Quelqu'un il faut me la montrer tout de suite. Mais je suis assez d'accord avec Yuri, je pense qu'à un moment le film est beaucoup trop long. Le seul truc qui en fait fonctionne c'est les 45 premières minutes, c'est-à-dire la phase d'exposition à mon sens, qui sont un peu charmantes. Effectivement cette église, la les mythologie, sont un peu croustillantes, un peu marrant. Exactement, tout est un peu fun et en fait. Il y a Josh O'Connor. Ouais, il se passe plein de trucs. Moi, je suis assez friand de ce qui se passe au début. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il en fait pas grand chose. Je trouve qu'il y a plein de personnages qui sont hyper déceptifs. C'est-à-dire que le personnage d'Andrew Scott, typiquement, qui est censé être une sorte d'auteur de science-fiction complotiste, en fait, il en fait strictement rien du tout. Il en fait 3 blagues et c'est tout. Voilà, 3 blagues un peu nazes. Et en fait, je me dis, sur un film de 2h30, il y avait quand même moyen de faire beaucoup mieux que ça et d'agencer les pièces différemment. Donc, on est que sur des films tellement long. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Là, si tu fais un film aussi pauvre scénaristiquement, tu mets 1h40 et on n'en parle plus. Tu te calmes, ouais. Un Ryan. Hein. Ouais. Laurent, alors toi, pour le coup, t'es un... Moi, je suis très client. T'es un Yankee. Un vrai. En particulier Yo-yo les jeunes. En particulier, le premier, Knives Out, je trouve que c'est vraiment un excellent film dans le genre... à couteau tiré en V. Je trouve que c'est très très réussi. J'étais un petit peu plus critique sur Glass Onion, mais je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a quand même le côté ludique qui est marrant. Celui-là, je trouve que c'est de loin le plus raté des 3. Clairement, vous l'avez dit. Je suis assez d'accord avec Yuri. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film très très paresseux, vraiment. Et ça se voit dès la première demi-heure du film, qui est en fait, comme tu l'as dit, une espèce de. Il a dit 45 minutes. Ouais, mais t'as vraiment un truc d'exposition au début, où on va te raconter les personnages, etc. Et tu fais, mais en fait, ce que je veux savoir de ces personnages-là, je veux les voir pendant que l'histoire se déroule. Bien sûr. Non, mais tu dis c'est une mise en place. Il joue le truc de c'est Cluedo, on te présente les personnages, on te fait l'affiche. Oui, mais sauf qu'en fait, justement, l'intérêt de quand on fait bien des films, en fait, on essaie de se démerder pour que l'histoire, ce qu'on sait des personnages, enfin, on les apprend au fur et à mesure de l'intrigue. Oui, une fois qu'elle est lancée et que ce soit on peut faire de l'exposition à la fin du film. Moi, j'ai supposé que c'était intentionnel. Oui, c'est intentionnel. C'est intentionnel parce qu'après, c'est plus simple de dérouler l'histoire, tu comprends ? Voilà, exactement. Et en fait, c'est un peu ça le truc que je reproche au film, c'est que franchement, il se prend pas trop la tête et qu'après, il commence à dérouler un peu des faits. Et d'ailleurs, en fait, il brise lui-même le côté whodunit, parce que normalement, dans un whodunit, il y a il y a le meurtre qui arrive au début, tout ce qu'on va apprendre, ce qui s'est passé avant, et donc du coup ce qui a mené à ce moment-là. Mais sauf que là, en fait, il y a vraiment d'autres éléments qui arrivent tout le temps. D'ailleurs, il y a pas vraiment de huis clos, on n'est pas du tout dans un délire de huis clos. Enfin, simili, mais je veux dire, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, et donc du coup on ressort des lapins du chapeau, et donc en fait tu sens que vraiment ils en avaient vraiment plus grand chose à foutre, et que l'enquête elle est complètement bâclée. Là où par contre il y a un truc qui est un peu intéressant, c'est autour justement de ce rapport à la religion et de ce personnage qui est très charismatique et qui du coup a une manière de penser son ministère, parce que c'est des catholiques, donc en plus c'est un truc assez particulier, de catholiques de la Nouvelle-Angleterre, et de comment est-ce qu'ils pensent leur propre manière de prêcher, etc. Bon, tu dis particulier parce qu'en majorité en Angleterre on est protestants. En Nouvelle-Angleterre. Non, mais surtout que voilà, c'est du coup, non mais ça donne qu'il y a une hiérarchie spéciale, qu'il y a un truc spécial autour de, justement, lui, il est prêtre et donc curé de la paroisse. Enfin bref, machin. Ce qui est un truc qui n'existe pas trop chez les protestants, en tout cas de manière différente, mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a une position et une manière de penser son groupe de fidèles qui est qui je trouve assez intéressant, parce que ça décrit, ce que ça raconte est intéressant. Après, super, mais moi je suis venu voir un film d'enquête, les gars. Alors, c'est cool, hein, tous les trucs. Et d'ailleurs, je trouve que d'une manière générale, dans la série des Knives Out, enfin dans la série des à couteau tiré, il y a toujours un peu cet élément de qu'est-ce qu'on raconte du monde dans lequel on est, qui est, je trouve, particulièrement bien fait dans le premier, un petit peu lourdingue dans le deuxième, et là on revient à un truc un petit peu plus intéressant, je dirais, mais en vrai, malheureusement, qui est presque subsidiaire au film, complètement foiré. En fait. C'est un peu grossier quand même, c'est-à-dire que c'est un petit peu grossier. T'as quand même des ça reste caricatures. Les gars, ça reste pour les Américains aussi, hein, tu vois, genre c'est un truc assez bourrin et tout, mais je trouve que le 2 particulièrement bourrin, on va dire là-dessus. Mais le 2, il assumait plus cette bourrinerie, et là, je pense que le côté le 2 est plus drôle aussi. Le 2 effectivement, visiblement développait quand même beaucoup un truc très caricatural, un peu presque cartoon. Ce qu'on fait pas du tout là-dedans, qui est beaucoup plus sérieux, mais qui du coup,
aurait marché s'il y avait eu vraiment un truc d'enquête vraiment solide, vraiment fort, et que ça avait marché de ce point de vue-là, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est 2h30 vraiment longuette où ça blablate, et puis il y a des éléments qui arrivent, et puis en fait les choses changent, les machins. Alors c'est porté par un casting extraordinaire, parce que clairement tout le monde a envie de faire un Knives Out, ça les fait trop kiffer. Donc, ça remplit le compte en banque aussi, je pense. Je pense aussi, mais tu vois, mais d'une manière générale, les Whodunit, ils aiment bien, enfin les adaptations d'Agatha Christie, pareil, toujours, les trucs de Kenneth Branagh, il y a toujours des castings insensés. Mais même les White Lotus où ils arrivent à enfin en fait c'est quand même les gens aiment bien ça. Voilà, globalement c'est cool, c'est fun, je pense que les gens ont envie de faire ça, mais le problème c'est que là vraiment on leur sert une version assez pauvre. Mais du coup j'ai envie de renvoyer les gens vers notre focus qu'on a fait sur les Whodunit il y a maintenant 1 an, dans lequel tu nous parlais de ce révérend là qui a écrit les règles du Whodunit. C'est vrai que j'avais fait tout un truc d'histoire. Et si ça les amuse, ils peuvent aller comparer les règles du Whodunit posées par le révérend, je sais plus comment il s'appelle. John quelque chose. John quelque chose, Monsieur quelque chose, qui du coup avait établi comme une de ces règles, je me souviens qu'il ne devait pas y avoir de chinois dans. Et c'est même pire que ça parce qu'il utilise le terme Chinaman, qui est un terme parfaitement raciste pour parler des Chinois. Donc il disait il ne doit pas y avoir de je sais pas Shintok, ou en tout cas enfin je sais pas, c'est très j'ai pas vraiment de traduction pour ça. Donc c'est à la fois un mec qui a posé les règles du Whodunit qui sont respectées, mais en même temps il était très raciste. C'était les années 30 donc oui, mais j'allais dire parce qu'il y a effectivement cette règle là, mais c'est surtout ne pas utiliser plusieurs fois des passages secrets, les jumeaux, enfin des espèces de règles où sachant que le truc pour les Chinois, il s'est lui-même précisé en fait plus tard en disant que et c'est vrai que c'était un tropisme très classique dans la littérature de cette époque de les Chinois mystérieux qui parlent machin et qui trouvaient un peu ça déjà ridicule. Ça vient de là. En fait, c'est ça. Il voulait empêcher un biais raciste, mais tout en étant raciste, en utilisant un terme vraiment genre super border. Donc bon, vachement bien. Donc ce Wake Up le 20e siècle. Deadman, c'est le plus faible de la trilogie. Ah, mais pour moi de loin, vraiment. Des à couteau tiré. Donc on vous le recommande. Pas vraiment. On vient de parler de 2 films de 2h30. On va passer à 3h17 puisque on va parler d'Avatar 3 de Feu et de Cendre, mais c'est surtout une manière pour nous de lancer notre focus autour de James Cameron. On va peut-être se demander si James Cameron a tué le cinéma de divertissement américain. Allons-y avec des titres un peu putassiers. Jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Et donc cet Avatar 3 dont on écoute et bah, tout de suite la bande-annonce. Youpi! Alors moi, ce que j'adore, c'est que pour le coup, le pitch officiel d'Avatar 3, c'est le 3e volet de la saga Avatar. Point. Ils se sont pas fait chier. Ils se sont pas fait chier. En même temps, honnêtement, on va peut-être pas se lancer dans où on en est, parce que moi-même, en allant voir le 3, je savais plus où se terminait le 2, et je pense que c'est pas vraiment la question. On va faire un rapide tour de table avant de parler du bonhomme James Cameron. Est-ce que, écoute, peut-être Yuri en premier, parce que je crois que t'es le plus positif de nous. Ouais, Déjà, tu t'es rematé le 1 et le 2, ce qui est quand même une déviance particulière. Lourd. Non, mais il est professionnel, Yuri. Bah déjà, en fait, parce que je trouve que ça permettait de contrer un peu 2 éléments critiques qu'on entend beaucoup. C'est que à la fois, le 2 étant la même chose que le 1, ce qui en fait n'est pas si vrai en le revoyant. En le revoyant, franchement... Moi, j'avais vu le 2 jours après avoir revu le 1. Honnêtement, j'étais choqué que ce soit le même film. Mais bon... Bref, et que le 3 est la même chose que le 2, ce qui est pas vrai non plus, parce qu'il y a Ah oui, non, ça pour le coup, je trouve qu'il est différent. Voilà. Et pas forcément mieux. Et du coup, ça veut dire par principe que le 3 est le même que le 1. Oula, alors là, on rentre dans un multivers un peu je fais des raisonnements logiques là. Pas moi. Si le 1 égale le 2 et le 2 égale le 3 égale le 1. Non, mais en tout cas, moi, ce que je... Alors, je vais évacuer déjà mes problèmes avec le film. Je trouve ça toujours aussi indigent techniquement. Je ne comprends pas l'obsession qu'a Cameron avec la 3D au cinéma, son espèce de délire un peu technologique de la performance capture, même si c'est très impressionnant, c'est très bien fait. Finalement, moi, ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Deuxièmement, je trouve son univers éclaté, moche et d'un mauvais goût total. Est-ce qu'on peut juste préciser qu'à un moment donné, il y a Jake Sully, le héros, qui dit qui dit aux méchants, ce que tu ne comprends pas, c'est que cet univers est tellement plus complexe que ça. Et voilà. Toi, tu te dis, ça fait 3 films qui durent chacun 3 heures. S'il est plus complexe que ça, il va falloir peut-être à un moment donné me le montrer. Le truc étant que j'ai plusieurs problèmes avec le fond, notamment. Alors déjà, le fond de cet univers qui est que
En vrai, c'est quand même une espèce de décalque de la Terre avec par-dessus une philosophie New Age un peu bidon de la nature. En fait, elle a une conscience et elle va à un moment se rebeller. Et non, en fait, ce qui fait le propre de la nature, c'est qu'elle a pas de conscience, c'est que c'est hyper arbitraire et pas du tout incarné, et qu'en fait la nature, elle s'en fout de qui est gentil et qui est méchant. Du coup, je trouve qu'il y a une espèce de problème un peu teuteux dans ce film qui est de dire que oui, mais en fait, la nature est vraiment gentille et la planète, elle va sauver les navis. Pourquoi les Marseillais. Et donc, il y a un truc. Yann Arthus Bertrand, je reconnais. Et du coup, il y a un truc vraiment un peu Yann Arthus Bertrand dans le propos qui, moi, me dérange. Cela étant dit, moi, ce que j'aime bien dans ce troisième volet, c'est que il pose pas de nouveaux personnages. Il y en avait une flopée entre. Voilà, dans le 2. Dans le 2, c'était tellement le bordel, il y a tellement de nouveaux personnages que moi je m'y retrouvais pas. Là, en tout cas, il les exploite et il les exploite quand même de manière assez intéressante. Je trouve que là où il amène ces personnages, c'est intéressant. Il leur donne une trajectoire, il leur donne même une forme de conclusion à certains. Il y a des non mais tu peux aimer ou pas, mais en tout cas, je trouve que doucement quand même, hein, mais bon. C'est assez solidement, enfin c'est assez bien fabriqué, et de ce point de vue-là, moi j'étais plus engagé émotionnellement avec ce film que je ne l'étais avec le précédent, où franchement j'avais plus d'empathie pour la baleine semi-télépathe que pour les personnages principaux du film. Ils en fait pas télépathe et on va en discuter. Avec toujours quand elle parle, c'est sous-titré en papyrus. Je comprends toujours pas ce qui se passe, mais a priori c'est pas de la télépathie. Non, en fait, ça veut dire quoi? Non, c'est la typo papyrus. Et bah quand les baleines elles parlent, c'est sous-titré avec une typo papyrus. Et il y a marqué genre on est des frères en papyrus. Mais ça c'est le cas depuis le 1. Et non, le 1 c'est aussi sous-titré en papyrus. Bref, mais ça c'est pas le baleine. Il n'y a pas de baleine dans là. Non, mais c'est les navis du coup qui sont sous-titrés, j'imagine. C'est pas mon problème. Bon, bref, le truc étant que une fois que tu débarrasses le film de tout ce truc un peu bidon, New Age, de aussi le problème de Cameron qui est que il écrit en archétype, et on peut écrire en archétype, ce n'est pas un problème, il l'a déjà fait, il l'a déjà très bien fait, sauf que la limite entre l'archétype et le stéréotype fait que au bout d'un moment tu peux sauter à deux pieds joints dedans, et c'est ce qu'il fait quand même sur énormément de personnages de son film. Moi ce que je trouve assez révélateur, c'est qu'il réactive en fait des tropes du western, qui est un peu le film américain par excellence, et je pense que c'est un peu la faiblesse de son univers, c'est-à-dire que son univers est tellement pas intéressant et fabriqué qu'il est obligé de réactiver, et notamment le 2 commençait par une attaque d'un train qui est un peu une scène matricielle de western, et le 3 commence par l'attaque d'une caravane, donc vraiment t'es vraiment dans le même genre de truc, et j'ai oublié qu'il y avait ça. Mais c'est un bateau, enfin c'est plus une espèce de bateau qui se bat dans l'air. Oui, mais c'est des marchands, c'est une caravane qui est attaquée. Non, bien sûr, attends, mais tu dis le début, c'est il y a déjà 45 minutes avant. Et bref, en tout cas, je trouve qu'il réactive un peu comme ça ce genre d'imagerie, et notamment avec le nouveau clan des navis là, qui est en gros les collabos. Les collabos. dit comme ça. Les navis rouges. C'est les navis. Les navis qui ont la peinture de guerre rouge sur le fond. Parce que c'est Na'-vie, donc c'est Na-vie. Bref. Et du coup, les navis rouges, voilà, qui sont rouges, enfin, ils se peinturent leur gueule en rouge. Il y a un côté un peu vraiment, en effet, entre guillemets, avec, cow-boy et indien, quoi, avec les Indiens qui font oulouloulouloulou et. Ils le font littéralement. Enfin voilà, et qui sont. Ça a toujours été le cas dès le premier, quand même. Oui, mais celui-là particulièrement, je trouve que là, vraiment, il développe un peu cet imaginaire de frontières, de tribus, de machins, de trucs, et qui sont en fait des espèces de vieux tropes un peu conservateurs du cinéma américain, et de ce fait je trouve que moi il les réactive pas pour en faire quelque chose de nouveau, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il les réactive pas pour dire tiens, là c'est que sur ce que t'aimes pas. Attendez, mais je lui dis bien, il les réactive seulement pour en fait pour redéployer des tropes qui sont très anciens sans en faire quelque chose de nouveau, donc en fait pour dire que tu peux réactiver des archétypes et c'est cool si tu les traites un peu différemment, en tout cas si tu t'en fais quelque chose à toi. Là je trouve que notamment le personnage de Varang, donc qui est la chef de ce groupe des navis rouges, en fait il y a un truc qui est d'un cliché total, qu'on a vu 50 milliards de fois, où elle est en mode genre donne-moi le pouvoir de la tornade, pour parler des balles, tu vois, et de la poudre, donc bon ça va quoi. Pas de la tornade, du tonnerre. Voilà. Et puis évidemment elle aime le feu. Oui, voilà, bref, give me thunder. Et elle est hyper érotisée de manière grave. Fatale, quoi. Bref, c'est la figure de la femme fatale. C'est la figure de la femme fatale. Bref, ça me pose problème. Cela étant dit, une fois que tu débarrasses le film de tout ça, il y a des séquences. Le générique est vraiment super cool. Il y a une séquence centrale, notamment de sauvetage du personnage principal, que je trouve hyper cool. Moi, je trouve toute la baston finale franchement très chouette. Moi, je me suis vraiment. Enfin voilà, moi j'étais pris dans le truc, et j'étais pris dans le truc, je pense aussi.
parce qu'il arrive à donner à ses personnages un peu plus. C'est Oona Chaplin qui fait Varang, pardon. Il leur donne un peu plus de trajectoire, un peu plus de corps, un peu plus de choses qui se passent. Il y a des personnages qui meurent. Moi, j'avoue, ça m'a un peu touché. J'ai été un peu moi-même surpris parce que j'y allais vraiment pour dire que je déteste ces films et qu'ils m'énervent. Mais en fait, force est de constater que j'étais beaucoup plus engagé émotionnellement dans ce 13e volet et que je trouve que, notamment, une fois que Cameron fait de l'action et notamment cette scène d'exfiltration avec tout un tas de trucs qui se passent en même temps, avec tout un tas de personnages qui utilisent l'environnement, les objets, les trucs, machin pour avancer, avec des gros mechas qui font boum boum parce que c'est quand même ça qui l'intéresse. En fait, c'est bien et que t'as un peu l'impression envie de lui dire mais t'as envie de faire un animé japonais avec des mechas qui se foutent sur la gueule, fais ça, mais épargne-nous ton espèce de truc sur la nature va te sauver, machin. C'est quand même autre accent. Bon non, le même, l'accent marseillais. Et donc voilà, je suis moi un peu, je suis plus positif. Enfin, je suis exprès un peu plus positif que vous parce que franchement, j'ai passé plutôt un bon moment quand même devant le film dans son ensemble. Non, là où je te rejoins un tout petit peu sur la motion capture, c'est que moi j'ai passé mon temps, mais j'avais déjà eu ça dans le 2 de me dire, en fait, je crois que j'aurais vraiment préféré que ce soit de l'animation, ça aurait fait chier moins de gens, ça aurait été moins cher. En fait, c'est de l'animation. Oui, mais non. On en parlera dans le focus. Mais c'est de l'animation. Pas exactement. Félix et Laurent, alors je vais faire grade par grade. Félix, tu l'as préféré aux 2, mais tu trouves ça quand même vraiment pas bien, ce Avatar 3. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ciao. Non, ouais, je crois que je suis d'accord avec toi, Yuri. Il y a plus de trajectoire de personnages et je trouve que les séquences sont plus inspirées en fait et en termes d'action et donc du coup me parle plus que le 2. Il n'empêche que en fait pendant 3h17, mec, pendant 3h17, il y a énormément de péripéties qui succèdent sans qu'on ait vraiment de fil conducteur et ça me gêne parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté démonstration technique. Regarde cette super scène d'action solo, regarde cette super scène d'action en laser, regarde cette super scène d'action avec le feu. Oui, mais en fait passer ça, tu me racontes pas grand chose. Moi je trouve que ce que tu essaies de me raconter avec tes personnages, en vrai c'est un peu claqué, je trouve ça même un peu rétrograde par moment. Je trouve que la relation entre le père et le Jake Sully, c'est le père le plus toxique du cinéma des 30 dernières années. J'avais déjà le problème dans le 2 et je trouve qu'effectivement moi je l'ai pas complètement je pense que d'ailleurs c'est la famille la plus toxique que j'ai vue au cinéma depuis 15 ans. C'est une terrible manière de traiter la culpabilité en plus. Ah oui, non mais qui ne comprend rien en fait à comment les choses se passent. C'est très très curieux. Ce qui se passe à la fin entre le fils et le père, machin, je suis un peu en mode attends, c'est ça les valeurs que tu veux trouver. Ah non, tue ton père, ça va pas du tout. Bref, tuez tous vos pères dans cette histoire. Donc effectivement ça, j'avoue que je trouve les effets spéciaux beaucoup plus moches aussi que le 2. Je sais pas si je suis tout seul et je pense que un problème de lunettes 3D. Moi je trouve que c'est l'esthétique qui est encore plus dégueulasse, mais que du coup comme il n'y a pas de gros step-up technique par rapport à ce qu'il y avait entre le 1 et le 2, oui, ça a déjà vieilli. Du coup en fait c'est un peu vieilli et c'est plus aussi intéressant quoi. Complètement. Et le seul truc peut-être que je sauve un peu, c'est et en même temps il l'assume jamais, c'est ce qu'il fait avec le méchant du 1 qui est peut-être le seul personnage que je trouve vraiment intéressant. C'est intéressant. Mais en fait, le problème c'est qu'il radote pendant ces 2 films et de la même manière qu'en fait il se passe toujours un peu la même chose et c'est toujours un peu les mêmes séquences d'attaques de bateaux, ils se font poursuivre, ils sont capturés, il faut aller sauver quelqu'un, machin. En vrai, le 2 et le 3 auraient dû être un seul film et que les 2 batailles finales se ressemblent quand même beaucoup. Oui, avec un peu plus de boum boum. Oui, mais c'est en miroir aussi, c'est-à-dire qu'il y en a une où ça se passe comme ça. Enfin, je trouve que ça s'entend, c'est pas non plus déconnant. Mais par contre, là où en fait j'ai un très gros problème, et ça depuis le début, c'est qu'en fait je trouve que Cameron, ces séquences d'action-là, méca, machin, il les a déjà fait dans d'autres films. Il y a d'autres réalisateurs qui se sont emparés du sujet, Guillermo del Toro avec Pacific Rim, qui le font de manière, je trouve, beaucoup plus virtuose et brillante parce que. Est-ce qu'on peut redire que c'est qu'un méca après, mais pour nous. C'est un gros robot. Parce qu'ils sont un robot géant piloté par quelqu'un. C'est un gros robot géant, super. Et en fait, parce qu'ils sont pas empêchés par la technologie. C'est-à-dire que lui, comme il est obsédé par son truc de 3D, de faire de l'image à haute fréquence, machin truc, en fait, il ne pense plus qu'à ça et qu'à son innovation technologique pour créer de l'immersion, alors que l'immersion vient du travail de mise en scène. Et je trouve que le travail de mise en scène dans ce film, et même le 2, et même en vrai le 1, est minime. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression de voir des cinématiques de PS2 où là encore, l'idée, c'est de faire les cadrages qui mettent le plus en valeur, en fait, les textures, les machins, les trucs, mais à absolument pas penser la mise en scène pour créer de l'action, pour filmer l'environnement. Et en fait, j'irais même plus loin que toi. Je trouve qu'en fait, la 3D est une impasse technique à ce niveau-là. En tout cas utilisé comme ça, parce que en fait ce qui fait il peut plus jouer sur les profondeurs de champ. Voilà, ça, mais en fait mais de fait il joue dessus, c'est-à-dire qu'il y a un truc où il y a des moments très gênants où en effet il essaye, mais alors que c'est débile parce que c'est en 3D. Oui, voilà. Donc il y a des moments et du coup il y a un vrai souci, je trouve, de ce qui fait en fait la valeur d'un film ou d'une mise en scène, c'est de choisir ton cadrage, de choisir l'objectif que tu vas faire, quelle profondeur de champ tu vas utiliser et comment ça va diriger ton regard. La 3D dirige ton regard partout en même temps, tout le temps, parce que tu es en profondeur, et du coup tu perds tellement
de vocabulaire visuel à cause de ça, je trouve que c'est une impasse complète. Je vous rappelle que ça devait être un tour de table. Comme en plus l'a dit. Oui, mais en même temps, il est assez révélateur. Parlons du film. Bah, c'est quand même un des films les plus attendus de l'année. Ça va faire des milliards au box-office, c'est intéressant qu'on les gens ont applaudi à la fin de la séance dans laquelle nous étions tous les trois, Laurent et Félix. Oui, mais enfin, les gens applaudissent pas si souvent au cinéma. Ils ont quand même sur les grosses franchises blockbuster hollywoodiens, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens pour applaudir. Mais bref, les Otaries, voilà, exactement. Et sur Dossier 107, c'est peut-être les mêmes ou leurs parents, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, je trouve que c'est des films qui sont dans une impasse esthétique pour filmer l'action. Or, c'est ce qui nous vend et c'est censé être que ça. Et du coup, j'avoue que moi, cette espèce de pub pour effets spéciaux qui en fait dans 20 ans va être, je pense, extrêmement malaisante et complètement plus d'actualité, m'intéresse pas du tout. Et en plus, je n'aime pas trop Cameron, mais là vraiment là, je trouve que c'est d'une platitude absolue, quoi. Laurent, alors toi, tu es carrément fâché contre ce troisième opus. Pour moi, c'est le pire des trois, de loin. Ouais, ok. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mieux que le 2. Hein. Bah écoute, moi le 2, ce qui est marrant, c'est que ça marche sur moi parce qu'il y avait des moments d'émerveillement liés au step-up technique et liés à l'augmentation de l'univers. C'est-à-dire que d'un coup, il y a aussi des mecs qui sont dans l'eau. Il y avait les baleines. Il y avait les baleines qui, du coup, ne sont pas télépathes. Parce qu'en fait, elles parlent. C'est ça le truc des baleines, c'est qu'elles parlent, mais elles sont pas traduites tout le temps. Oui. Pourquoi, je sais pas. Je crois que c'est les jeunes qui sont traduits parce que tout le monde les comprend. Et les vieilles, c'est que les espèces de navis un peu stylés qui réussissent à comprendre. Tout ça est très bizarre. Qu'il y a une gestion autour de ça qui est très bizarre et qui va venir, en fait, le gros problème du film, qui est genre globalement son univers et de toute sa série qui est son univers. Où là, vraiment, je trouve que c'est de plus en plus criant. C'est-à-dire que pendant, je sais pas. En fait, à un moment, j'en ai eu marre d'essayer de réfléchir à ça, parce que alors que pourtant, tu vois, c'est un truc qui me saute un peu aux yeux, mais parce que j'étais épuisé, tu vois, de voir ça pendant 3h20, mais genre, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a toujours un moment de dire, mais en fait, pourquoi ce truc arrive, ça n'a aucun sens. Et vraiment, pendant tous les moments, tu fais genre, en fait, ce truc-là ne veut rien dire, pourquoi est-ce qu'il y a ça, en fait? Pourquoi ils sont à cet endroit-là? Pourquoi ils parlent de ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? En fait, il y a elle se règle très facilement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous pose un enjeu, c'est réglé dans les 10 minutes de façon très facile. Les enjeux sont assez vite réglés, puis ça se répète tellement. À chaque fois, ils se font prendre. À chaque fois, il y a quelqu'un qui se fait prendre en otage. Et on doit aller le chercher, mais il arrive à s'échapper. Et à chaque fois, voilà. Et à chaque fois, machin, c'est super répétitif parce que, en fait, tu sens qu'il a. Je sais pas, il a envie de faire son film de 3 heures, mais il sait pas quoi raconter dedans. Et donc, les deux premiers font 3 heures, tu sais, il faut. Oui, non, mais il y a un truc vraiment genre de bordel en fait là-dedans. Et le 2, je trouve que même si dans le fond, au bout d'un moment, j'étais là à regarder le film et j'étais effondré en me disant. Putain, c'est le même putain de film que le premier, fait chier. Mais en vrai, il y avait un step-up technique, il y avait un truc dans l'univers, tu vois, d'expansion que je trouvais vaguement intéressant. Mais basta. Après, celui-là, vraiment, genre, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire que les nouveaux méchants, ils sont quand même vraiment bidons. Pour moi, la référence, et pareil, ça se discute, mais je crois que, en fait, pour moi, ça fait référence très particulièrement à la guerre de 7 ans aux États-Unis, où tu as eu des différents États européens qui se sont battus sur le territoire d'Américains, et certains ont été aidés par des tribus nord-américaines, enfin natives américaines, ou comment on dit en français, amérindiennes, voilà, qui du coup ont collaboré avec certaines puissances, notamment les Français, qui ont fini par perdre d'ailleurs. Enfin bon, bref, mais toujours est-il que donc ça, c'est un peu un truc que je trouve intéressant de ces tribus qui sont elles-mêmes un peu. Mais c'est un trope de western aussi. Oui, mais qui sont un peu en rupture de banc, tu vois, genre de leur univers global, et qui du coup vont s'allier avec des puissances plus puissantes pour essayer de récupérer du pouvoir. Là, pour le coup, il y a des trucs intéressants. Je suis d'accord avec le personnage du méchant, dont j'ai encore oublié le nom. Quaritch. Voilà, Quaritch, qui est un tout petit peu qui commence en fait à être vaguement intéressant. Mais alors putain, on part de loin quand même. Ouais. Surtout qu'il a le même dilemme depuis le 2, avec le fait qu'il y a son fils qui est avec les navis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de répétition des enjeux qui sont vraiment toujours les mêmes. Moi, je trouve que les scènes d'action, elles sont franchement pas si bien que ça. Qu'il y a vraiment la scène d'évasion, elle est hyper cool. Moi, j'étais à fond dedans. Tu parles de laquelle en fait? J'ai l'impression qu'il y en a 8. Non, mais celle où Jake est prisonnier et il faut qu'il s'échappe. Ouais, là, il y a 2-3 bonnes idées, j'avoue. Ça va, oui. Sauf qu'en fait, on te sort un personnage de son chapeau on se sort Jermaine Clément de son chapeau pour lui dire genre hop, tu vas aider le héros, puis après tu vas disparaître. Oui, mais ça, à la limite, c'est un film, c'est normal d'avoir des trucs dans son chapeau et de le sortir. Enfin, oui, mais c'est-à-dire que si tu crées un personnage point de vue et que tu essaies de raconter une histoire autour, il faut qu'il arrive quelque part et qu'il y ait une raison pour laquelle il soit là. Donc bref, mais toujours est-il que même, tu vois, la scène finale où on les voit se battre, en fait, ce qui est fou, c'est que à la fin de ce film, je n'arrive toujours pas à comprendre l'environnement de ce village de l'eau qui a l'air d'être à moitié dans une mangrove avec des trucs où en fait qu'ils n'arrivent pas à trouver alors que visiblement il est exposé de ouf. En fait, tu vois, genre tu te dis, donc t'as créé une espèce de grosse scène d'action épique avec un truc, mais
j'ai toujours pas vu grand chose de comment c'est foutu et je comprends toujours pas trop comment l'univers est agencé. Et à la fois, je pense que c'est un énorme problème d'écriture d'univers, au-delà des problèmes d'écriture évidents, d'enjeux qui se répètent et de trucs qui fait que le film est quand même globalement assez chiant. Mais il y a pas de jambes coupées en stop motion. Malheureusement. Mais il y a ce truc tu vois, je sais pas comment dire, tu sens qu'il a pas réfléchi à comment le montrer visuellement. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est des environnements qui sont un peu génériques, pas beaux, on comprend pas trop dans quel environnement général ils sont. Et donc, il ressort rien, en fait, de cet univers. Par rapport au premier, où pour le coup, il y avait un taf qui était fait là-dessus. Ce qui est assez surprenant. Mais donc, vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le plus mauvais et que vraiment, ça n'a aucun sens. Et on souhaite juste que James Cameron passe enfin à autre chose et qu'il fasse d'autres films, quoi. Ouais, voilà. Oui, je pense qu'on préfère le 3 ou 2 ou pas. Globalement, on a tous autour de cette table assez envie de tourner la page d'Avatar. D'ailleurs, assez intéressant parce que on vous a demandé sur Instagram quels étaient les films de James Cameron que vous préfériez. Sans surprise, personne n'a répondu Avatar, personne. On a eu majoritairement du Titanic et du Terminator 2, vraiment sans surprise. Quelques Abyss quand même, pas mal. Des réponses qui sont un peu entre, c'est-à-dire du Abyss aujourd'hui, Titanic hier, Terminator 2 demain. Pourquoi pas. Des gens qui nous disent que Titanic c'est vraiment exceptionnel, bien plus qu'un film d'amour, etc. Du Titanic 1, Titanic 1, Terminator 1 Il y a eu un sans Titanic hésiter. 2, voire un Titanic 3, il me semble, sorti direct en vidéo. Du Terminator 1 sans hésiter. Et quelqu'un qui nous a juste dit bof. Bof toute la filmographie visiblement de James Cameron. On parlera après des films que nous on aime chez James Cameron. Je pense qu'on sera amené à en parler dans ce focus. À titre personnel, moi c'est un cinéaste dont j'ai aimé certains films avec lesquels j'ai un peu plus décroché effectivement depuis le début de la saga Avatar. Pour recommencer peut-être au début de cette filmographie, James Cameron, Félix, c'est un réalisateur qui n'a pas eu une formation classique entre guillemets de réalisateur, si tant est qu'il y en ait une, mais en tout cas c'est plutôt quelqu'un qui vient de complètement un autre univers. Ouais, si je dis pas de bêtises, faudra me fact-checker parce que je suis pas allé googliser sa page Wikipédia, mais je crois qu'il était routier à la base et alors oui, la légende veut qu'il soit routier, qu'il a vu Star Wars et qu'il a fait nique sa mère, je me casse, je veux faire du cinéma. Ouais, exactement. Mais il est canadien à l'origine et en effet, il est avant d'être routier, effectivement. Après, il est quand même diplômé de physique à l'université d'État de Californie. Mais il a été effectivement au premier gagne-pain, je vois, mécanicien et conducteur de camion. Ok, très bien. Et donc ensuite, il a bossé un peu dans les effets spéciaux. Je crois que c'est par là qu'il commence parce que c'est quelqu'un qui dessine très très bien. Les films de John Carpenter notamment. Ouais, il a été maquettiste où il faisait du matte painting, je sais plus. Et en fait, on lui a donné, je crois, sa chance en réalisant Piranha 2. Piranha 2 pour le studio de Roger Corman, qui était un film d'exploitation scandaleux. Voilà. Et Corman étant en fait un producteur qui va chercher des jeunes auteurs vraiment pour pas cher, et en fait qui a permis de découvrir énormément de talents, dont Coppola. Qui était un peu le Blumhouse des années 70. Ouais, exactement. Et fort de ce succès, ensuite, je crois qu'il écrit plusieurs scénarios. Il réalise un court-métrage déjà de science-fiction qui s'appelle Xenogenesis. Qui a été financé par un consortium de dentistes. C'est ça, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Un consortium de dentistes lui a prêté de l'argent pour faire ce film. Et ensuite, il écrit fort de son travail sur les effets spéciaux et sur la fabrication. Il écrit Terminator, qui est le premier scénario qu'il va développer en tant que réalisateur et qui à la base est une série B assez. Il a fait avec pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, enfin voilà, qui a cartonné par ailleurs, mais qui est le film qui a ensuite lancé Schwarzenegger. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui vient de la fabrication avec ses mains, quoi. C'est quelqu'un qui vient de justement et qui explique peut-être tout ce qui vient après, mais c'est quelqu'un qui vient de la fabrication hyper artisanale et de la technique et notamment de l'effet spécial. Et de l'effet spécial. En vrai, quand tu regardes l'évolution de sa carrière et notamment le point où on en est arrivé là, c'est assez logique. Et alors, on se demandait de manière un peu pour rigoler s'il avait tué le divertissement américain. Au départ, en tout cas, il y a participé vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il arrive, et notamment on parle de Terminator 1. Terminator 1, vous disiez, c'est une série B. En tout cas, c'est un vrai pur film de divertissement. Donc, il arrive en fait par là avec quelque chose de très généreux malgré un petit budget. Ouais, bah en fait, pour le coup, je trouve que il a une approche assez musclée de la mise en scène en fait, et il réussit avec, pour le coup, du talent, hein, parce que je suis pas très fan de son style, mais je trouve qu'on ressent ses inspirations graphiques notamment. On sent qu'il dessine lui-même ses storyboards. Enfin, il y a vraiment quelque chose, l'espèce de boule de lumière qui fait apparaître le Terminator. Enfin, voilà, je trouve qu'il a un style très qui, en plus à l'époque, s'inscrivait vachement dans le roman graphique, un peu film noir, très comics, etc. Lui-même a une culture visuelle qui est très comics, aussi un peu manga avant l'heure. Enfin,
C'est quelqu'un qui a été extrêmement influencé par tout ça et en effet quand on dit qu'il a participé à façonner le divertissement américain, c'est aussi celui qui a fait Aliens, la suite de Alien qui est devenue presque plus culte que au moment où c'est sorti, en tout cas c'est considéré comme beaucoup comme étant la meilleure suite de tous les temps, blablabla. Alors que vraiment la meilleure suite de tous les temps, c'est peut-être Terminator 2 qu'il a signé lui-même, mais alors vraiment Alien 2 c'est pas la meilleure suite. Terminator 2 et jusqu'à Titanic, enfin c'est quand même quelqu'un qui a à chaque fois fait des paris. Et je pense que ce qui définit aussi sa filmographie à chaque fois, c'est que c'est quelqu'un qui a fait des paris technologique et notamment à partir de Terminator 2 quand il va utiliser les effets spéciaux en 3D, parmi les premiers effets spéciaux numériques où ça a été d'ailleurs je crois un enfer parce que c'est une fortune. C'est le méchant Terminator du 2 en fait qui était très compliqué à faire. Qui était très compliqué à faire, mais du coup c'est quelqu'un qui à chacun de ses films avait quand même pour objectif de faire des paris technologiques qui allaient nourrir l'esthétique de ses films. De développer une nouvelle caméra qui lui permet de filmer comme si... Voilà. Juste petite parenthèse technique effets spéciaux, Abyss est sorti avant Terminator 2, je suis pas fou. Oui. Et je crois que c'était déjà en fait un vrai défi technique pour les équipes de ILM. Absolument. Dont on vous a déjà parlé parce qu'on a fait un focus Star Wars, qui sont un studio d'effets spéciaux légendaires. Donc c'est quelqu'un qui en effet a passé en tout cas toute sa carrière à se poser lui-même des effets techniques et technologiques pour raconter les histoires qu'il voulait faire. Donc presque les histoires étaient secondaires à ce qu'il voulait fabriquer et mettre en œuvre à l'image d'un point de vue technique. Mais on dit ça et en même temps il est scénariste sur quasiment tous ses films. Il a participé au scénario de Rambo 2, donc c'est quand même quelqu'un qui... Il a admis récemment avoir écrit Point Break. Ouais, mais ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ça, on parlera de sa femme après Bigelow, voilà, est-ce que c'est parce qu'il est en couple avec Catherine Bigelow? Laurent. Mais en fait, c'est ça qui est assez marrant, je trouve, dans ce qu'il fait, c'est que tout de suite, comme vous l'avez dit, il a voulu faire du divertissement. C'est pas du tout un mec, c'est pas du tout un film nerd en fait. Ça se voit, c'est un gars qui est venu assez tard là-dessus. En effet, par la fabrication, et c'est vrai que du coup, ça se ressent dans sa recherche, dans la volonté d'essayer de toujours amener la technique qui va primer par rapport au reste. Et ce qui est assez marrant, c'est que je le rapprocherais un peu d'autres cinéastes d'à peu près sa génération, c'est-à-dire il me fait beaucoup penser à George Lucas, qui lui est carrément allé beaucoup plus loin parce qu'il a créé des studios d'effets spéciaux, etc. On a fait un focus sur lui d'ailleurs qu'on vous invite à écouter. Il me fait aussi penser beaucoup à Robert Zemeckis, qui est complètement dans la même, pour moi, dans la même. Robert Zemeckis qui est le réalisateur notamment des Retour vers le futur. Retour vers le futur, et Roger Rabbit aussi en fait, qui est pareil. Qui est un mélange effectivement. Qui sont Pôle Express, des espèces de projets formels. En fait, ils tentent toujours de faire des projets techniquement complexes parce que manifestement c'est ça qui le fait délirer par délire de geekerie probablement, tu vois, par truc de genre aimer bidouiller des choses et essayer de voir jusqu'où on peut aller en bidouillant de plus en plus. Cameron, c'est clairement pour moi celui qui va le plus loin dans l'échelle de ses projets. Bon, avec Star Wars, parce que c'est encore un petit peu autre chose, mais vraiment qui va se dire genre, je vais faire Titanic, vous savez quoi, je vais faire genre une maquette quasiment échelle 1 de Titanic, allez vous faire foutre, tu vois. Et je vais la faire basculer, je vais la filmer, j'en ai rien à branler, tu vois. Il fait des trucs quand même genre... Putain, tu fais bien Cameron. Il fait des trucs quand même genre qui sont méga énervés techniquement et il va toujours très très loin. Et d'ailleurs, le Titanic, ça a été clairement une grosse part de sa vie où il a fait des documentaires, il a passé, je pense, 10 ans en fait. C'est un grand fan de... C'est un énorme fan des fonds marins. Je crois qu'il a passé 10 ou 20 ans à faire que ça en fait, à s'intéresser Je suis assez persuadé que genre il a fait Abyss, après il s'est dit je peux continuer, je vais faire Titanic, après il s'est dit je vais faire, et en fait le mec est rentré dans un espèce de rabbit hole impossible de ça. Et donc ce qui est vraiment, je trouve, les deux trucs, c'est à la fois donc ça et ce côté de faire que du divertissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on le voit genre essayer de se dire non mais je vais quand même essayer de faire des trucs un peu plus smart, tu vois. Alors, genre non, tu vois, même Titanic qui est peut-être son film le plus même Titanic est peut-être son film le plus, on va dire, le moins bourrin, mais en fait ça reste quand même grosse rom-com bien teuteux avec un quelqu'un hyper simple et tout, enfin tu vois, c'est son délire. C'est vraiment Roméo et Juliette sur un bateau. Mais c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de prouver que c'était le patron. Enfin il y a un truc un peu comme, enfin dans sa perspective à lui, c'est-à-dire que je pense que quand il arrive en faisant Titanic, tout le monde dit mais attends, ton truc ça va être de la merde. En fait tu vas te voter, enfin surtout tu vas te voter parce que ça coûte beaucoup trop cher. Tu veux dire que c'est un projet titanesque? Bravo. Non mais je pense qu'il met tout en œuvre aussi en construisant cette légende là, c'est parce que c'est tout ça quand même bien entretenu, mais d'arriver et de dire en fait tous les codes du mélo des années 30, en fait je vais ingurgiter et régurgiter tout un pan de l'histoire du cinéma et de ce que vous avez en tête et en faire l'ultime film catastrophe. Il y a un peu un truc comme ça, c'est-à-dire que je trouve qu'avec Titanic, en tout cas, c'est ça. Et en même temps, est-ce que Titanic n'est pas l'ultime film catastrophe? C'est un tel moi, je préfère 2012 en fait. C'est pas une blague.
Mais tu es tout seul. Je suis tout seul, mais c'est pas. Très bien. Oh, le silence dans la salle. Le concept, moi personnellement, en termes de film catastrophe, en termes de concept, je préfère largement Moonfall. Non, mais alors, Du coup, ça renvoie à la question de pourquoi est-ce que. Moi, je suis toujours pas compris le sens de la question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a tué le. on va y venir. Parce que déjà, il l'a façonné, ensuite peut-être Puis qu'il l'a parfois, on killé répond dans pas un aux questions deuxième qu'on temps. pose. Franchement, Valentin. Alors, le tourne, on va faire 2 heures d'émission. Non, mais peut-être le point sur lequel on peut venir, c'est qu'effectivement, là, on a parlé de tout son travail en fait, d'artisan là-dessus. C'est quand même quelqu'un qui est considéré comme un auteur, je trouve à juste titre. On peut peut-être aller sur ce point-là de sa filmographie. Effectivement, dans les films, on parle de Titanic, mais Titanic, Terminator 2, c'est quand même des grands films. Terminator 2, ouais. Titanic, je suis un petit peu moins dithyrambique. Titanic est un grand... Moi, je préfère mais Terminator 2. Ça reste un très bon film. Titanic, ça reste un très bon film. Terminator 2, je pense que ça a... pour moi, c'est un des meilleurs... c'est un peu ce qu'un divertissement devrait faire. Mais j'ai l'impression. Parce qu'il y a des personnages. En fait, je pense que c'est. Il sort peut-être de l'archétype un peu plus, même si. Non, mais il y a des archétypes, mais je veux dire, il les traite vachement bien. La figure paternelle à travers Schwarzenegger, etc. Enfin, il a une vraie envie de prendre ces archétypes-là, mais de raconter des histoires qui, je trouve, sont touchantes et où l'intimité des personnages et leur humanité est au centre du récit. Et je pense qu'à partir de Avatar, justement, et c'est pour ça que la question est un peu putassière, mais je suis à l'origine de cette problématique. Merci de te dénoncer. D'un coup, l'humanité des personnages et les enjeux intimes, en fait, bascule dans effectivement une espèce de philosophie beaucoup plus grande, New Age, de en fait c'est la nature le personnage principal presque du film, et où en fait paradoxalement l'idée c'est d'avancer les effets spéciaux et le défi technique. Et je pense que Avatar a été un game changer dans la vision du box-office en fait américain, et que à partir de là, et il bat ses propres records c'est la en termes naissance de Marvel au même moment. Française. À partir de là, les Américains se sont dit mais let's go, on va faire que ça, et on va produire des images qui ne racontent rien mais qui se suffisent à elles-mêmes par leur espèce de grand spectacle et de machinerie. Et de longues sagas sur plusieurs épisodes aussi. C'est un tournant industriel plutôt. Oui, pour moi c'est pas du tout un tournant artistique. Alors et c'est là où je pense que non, mais c'est aussi un tournant. Ça nourrit des films du coup et des intentions formelles, j'imagine. Oui, et c'est un tournant aussi pour lui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit en fait, pour faire un grand divertissement qui unit tout le monde devant une salle de cinéma, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il faut faire des images que personne n'a jamais vues ailleurs. Et comment on y arrive ? On y arrive en mettant le paquet sur les effets spéciaux et la 3D. En fait, ça a été son pari. Et en fait, c'est le pari sur lequel il continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font toute la promo d'Avatar là aujourd'hui autour du fait que. Mais vous savez que derrière les personnages animés, il y a des vrais acteurs. Et voilà comment on a fait. Et je trouve que c'est là où il y a en fait une espèce d'impasse à la fois industriel et esthétique pour lui, mais en règle générale, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ce que tu peux faire en effets spéciaux. Est-ce qu'on peut expliquer juste concrètement le système, comment c'est filmé Avatar ? Avatar, c'est filmé avec des vrais acteurs qui ont des marqueurs sur la tête et des petites caméras qui filment ce qu'ils font. À partir de là, et c'est là où en fait le truc en fait malhonnête, ça devient de l'animation, c'est-à-dire que c'est ils sont modélisés. Ils sont modélisés en 3D et en fait il y a des animateurs qui vont qui vont prendre les images de référence filmées sur les acteurs, voir comment c'est traduit avec les différents marqueurs qui ont été captés de tous les côtés et reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'acteur. C'est supposé garder leurs expressions. Des textures. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être Gollum, ça peut être King Kong, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que je trouve particulièrement fort, et particulièrement dans le cas de James Cameron, qui est presque un cas un peu atypique parce qu'il est sa propre franchise à lui tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il est encore capable de faire un peu tout ce qu'il veut parce qu'à chaque fois qu'il sort un film, ça cartonne. Mais en même temps, depuis 30 voire 40 ans. Et en même temps, il ne sort que des films Avatar. C'est-à-dire qu'il y a un truc en ce moment, depuis quelques années, mais il sort que des films Avatar. Mais la réalité, c'est que ce truc-là, pour moi, commence avant, mais ça joue dans la manière de fonctionner d'Hollywood qui cherche toujours des martingales. C'est-à-dire qu'en fait, genre, James Cameron, il peut faire ce qu'il veut parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça marche. Donc en fait, on va lui balancer plein d'argent dans la gueule en espérant que ça marche. Et bon, coup de bol, ça marche. Il y a quand même un truc un peu bizarre où on sent qu'en fait derrière il n'y a plus vraiment de recherche des gens qui font les films pour essayer de comprendre ce qui va intéresser les gens et ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher ou ce qui va être bien ou pas bien. On va dire genre c'est James Cameron, alors James Cameron il nous présente des trucs qui sont complètement claqués mais on va le financer parce que ça rapporte 1 milliard. Je pense qu'Avatar assez choquant. Lui il explique qu'il dessine des bonhommes bleus depuis l'adolescence, que c'est vraiment un univers. Alors visiblement il a pas beaucoup travaillé pour autant, mais je veux dire, c'est un univers qu'il travaille depuis toujours. J'ai l'impression que quasiment j'ai l'impression de me dire c'est un mec qui s'est dit j'ai envie d'avoir les jouets pour pouvoir le faire pour de vrai. Il a pas réussi, c'était impossible, donc il a créé ses jouets pour pouvoir, et maintenant qu'il a des jouets pour pouvoir, évidemment il va faire plusieurs épisodes, tu vois.
Ouais, enfin bon, déjà le premier et le 2 c'est les mêmes, mais le troisième il est quand même pas terrible. Non mais enfin pour le moment, j'attends de voir quoi. Valentin ? Non, je voulais savoir en fait si de votre point de vue, j'ai l'impression qu'il y a effectivement la question de la tournure industrielle et même marketing qu'il y a eu, parce que je me souviens qu'à l'époque Avatar, qui est quand même sorti en 2009, entre le premier et le deuxième, il s'écoule ça ne rajeunit pas. 15 ans. Bah, quasiment 15 ans, ouais. Et il y a un moment où on se demande si ça va être fait. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'il y a un moment dans ma vie, je me suis dit, en fait, je regardais les sorties, je disais Avatar 2 en 2025, Avatar 3 en 2000 machin, et en fait, c'était absurde. Il y avait un côté un peu plan quinquennal qui était complètement ridicule. Et en fait, finalement, ces films sortent, donc je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, l'industrie, finalement, a mis les moyens, il y a eu les équipes et il y a eu les techniciens pour les faire. Et en même temps, je me dis que je suis assez d'accord sur le truc de l'impasse esthétique que vous décrivez. C'est-à-dire que j'ai pas vu tous les films Marvel et j'ai pas vu les 2 derniers Avatar, je m'étais arrêté au premier. Mais effectivement, il y a cette question très forte de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est tout représenté et qu'en fait, l'impression d'immersion, tu peux pas aller beaucoup plus loin à partir du moment où tu restes sur un écran. Sachant que la 3D telle qu'à un moment lui voulait la lancer et la développer, en fait, on s'est vite rendu compte que c'était chiant pour tout le monde, en fait. Donc, là, on n'est pas allé vers là. Donc, cette porte s'est refermée à un moment. Cette porte technique. Effectivement, et je me du coup, souviens... quel est le relais technique pour faire des nouvelles choses, en fait, et surtout, tu vois, juste sur le truc très précis de la 3D, moi, je me souviens être allé voir le premier Avatar en ayant les lunettes 3D et en me disant, ah bah maintenant, peut-être c'est ça le cinéma, ça va être en 3D. Et quand j'ai ressorti les lunettes 3D pour le 2, je me suis dit, bah tiens, en fait, je ressors les lunettes 3D que pour les Avatars. Et bah moi, tu sais que j'ai fait les 2 films que j'ai vus dans ma vie en 3D, c'est Avatar et le Big Ann. Voilà. Et le Big Ann ? Oui, voilà. Moi, c'est Titanic. Attends, quoi ? Ah oui, ils ont fait une sortie 3D. Non, l'avant-dernier. Ah oui, l'avant-dernier, effectivement. Le Grand Voyage vers Annie, qui était un moment, ils te demandaient de mettre les lunettes 3D. Et je me suis rendu compte à Cannes qu'effectivement, on avait depuis le début des lunettes sous le siège. Et c'était incroyable. Et c'était bien pensé. Mais parce que tu vois, et là je suis d'accord, je vais te rejoindre sur cette histoire d'impasse technique. C'est-à-dire que pour revenir en fait encore une fois à George Lucas, dont on a déjà parlé dans un précédent focus. À partir du moment où on peut tout faire avec les effets spéciaux, à partir du moment où en fait on peut tout représenter de manière photoréaliste, et ben tu vois que par exemple George Lucas il a décidé d'arrêter. Bah c'est ça, mais je pense que tu vois, genre, bon, bah, lui, il continue à jouer avec ses petits personnages, mais le fait est que. Mais c'est marrant de voir que tu vois, ces 2 bonhommes qui, quand même, ont poussé la technique et qui, à partir du moment où ils pouvaient tout représenter, en fait, on soustrait ça à la mise en scène et veulent plus réfléchir à la mise en scène. À la différence, par exemple, tu vois, d'un Fincher qui a le même parcours que Cameron et qui, pour le coup, utilise la technologie justement pour qu'elle soit invisible et pour renforcer le langage, tu vois, de son propre cinéma. Il a jamais cherché à faire des films aussi spectaculaires avec un truc technique. Non, mais il y avait quand même un peu de pattes, entre guillemets, dans ces voilà. Je veux dire, Zodiac, c'est pareil, c'était un des premiers films tournés en numérique. Enfin, tu vois, il a quand même commencé avec un Alien aussi. Après, Social Network, ce qui te fait délirer, c'est de faire des jumeaux, tu vois, numériques. Enfin, je veux dire, il y a toujours un truc. Il a toujours un petit truc technique. C'est invisible et ça nourrit le récit et la mise en scène. Mais parce qu'il est plus jeune aussi, tu vois. En vrai, il a 20 ans de moins. Donc peut-être qu'il y a un truc de technologie aussi qui maîtrise un peu plus que les 2 qu'on a cités. Et alors juste sur un dernier petit point rapidement, parce que effectivement on se disait il y a une impasse peut-être artistique, mais moi j'ai l'impression qu'aussi l'impasse c'est la fin des histoires qu'il arrive à raconter. C'est-à-dire que pour le coup on parlait de Terminator qui est un pur film de fin du monde etc. Mais il a quand même l'intelligence entre Terminator 1 et Terminator 2 de se dire, alors en fait c'est quand même le même concept d'un robot qui doit buter quelqu'un dans le passé, mais il a l'intelligence de se dire bah du coup je vais faire du robot méchant du premier le gentil papa de substitution du gamin qu'on essaye de buter. Enfin il se posait des questions de comment réinventer son univers etc. Le 2 quand même développe l'univers de manière assez intelligente. Dans Avatar, j'ai l'impression qu'en fait cette espèce de paresse entre guillemets, elle touche aussi les récits. Bah je pense que ça rejoint aussi la logique mercantile du truc de en fait il faut, comme on a envie d'attirer les familles parce que c'est ça qui fait le plus de thunes, et ben on va traiter de la famille, on va mettre un peu des personnages pour tout le monde. Sauf qu'il y a aucune interaction. Il a jamais aussi mal traité de la famille que dans les Avatars en fait. Parce que c'est juste des espèces d'images qui va venir bouger, tu vois, pour essayer de ramener les gens. Non, mais je trouve ces figures moins modernes. Je pense qu'il a pas cette envie-là de raconter. C'est pas ça qui le fait kiffer. Tu vois, je pense qu'il veut faire des beaux effets spéciaux et il se dit du coup je vais mettre ce genre de personnage pour ramener les gens en salle, mais en fait il s'en fout de ces personnages. Et c'est la différence entre archétype et stéréotype. Ouais, exactement. Ouais. Mais moi je m'interroge effectivement sur le contexte de production, c'est-à-dire industriel, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc où la crise que là je pense que le cinéma affronte, et je pense qu'on en parle, je me souviens qu'on a eu une conversation là-dessus Félix il y a 3 ou 4 ans sur cette impasse là déjà avec Marvel etc. En fait cette crise là elle existe dans tous les arts. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études en histoire de l'art pour savoir qu'à un moment on s'est heurté à cette question là de une fois qu'on a mis en place la perspective, bah, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est bien représenté, et en fait au bout d'un moment les choses se réinventent et se reformulent. Mais le truc c'est que le cinéma, je pense que c'est un truc qui coûte très cher, et la question c'est aussi que font les industriels face à ce risque en fait systémique de bah peut-être qu'il faut qu'on réinvente un nouveau régime d'image. Et j'ai l'impression que Cameron, moi, il me fait cet effet de mec qui a trop de pouvoir et qui est soutenu par trop de mecs qui ont de l'argent et qui préfèrent, mais qui est persuadé de créer un nouveau régime d'image. Exactement. Alors que non, il se trompe, je pense que ça voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui préfèrent essorer cette veine là tout en sachant qu'elle va être très sèche dès le départ,
plutôt que de prendre le risque de perdre en allant ailleurs en fait. Et c'est ça qui moi m'interroge sur le, mais peut-être que j'ai pas assez de connaissances mais du tissu industriel américain, mais pour moi, je pense qu'il y a un problème là en fait. Donc en fait, t'as 100% raison, et on l'a vu d'ailleurs dans l'histoire d'Hollywood, c'est-à-dire que dans l'histoire d'Hollywood, quand il y a des trucs qui marchent pas, le premier réflexe c'est de faire la même chose en plus gros et en plus fort. Et jusqu'à ce qu'il y a des studios qui ferment parce qu'ils se cassent la gueule. Globalement, c'est ça l'histoire d'Hollywood. Et que du coup, on s'est fait, on sait vraiment plus quoi faire. Quand on a tout donné, on a fait exactement la même chose 1000 fois en plus gros, en plus fort. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye un peu autre chose parce qu'on a vraiment plus le choix. Mais t'inquiète que, comme dit, c'est très belle formule de Bob Burnham, on arrêtera de frapper sur ce cheval mort le jour où il arrêtera de cracher de l'argent. Et c'est une belle phrase de fin. C'est une très belle phrase de fin. Juste en 2 secondes, mais me dites pas tous Terminator 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis divergent autour de la table sur son film préféré de Cameron ? Titanic. Moi, je bof comme le mec, la personne. La personne, c'est pas mal. Je pense que le meilleur c'est Terminator 2, mais je vais citer Aliens 2 parce que je le trouve super bien. Moi. Et j'allais dire que c'est un élément dont on n'a pas parlé, mais il y a quand même un truc qu'on peut retenir des personnages de Cameron, c'est que, à part dans celui-ci, dans les Avatars, etc., il a souvent des personnages féminins en personnages principaux, et qui sont quand même des personnages assez positifs et forts, donc ça c'est cool. Et ça me permet de faire une mini transition sur le fait. Moi, j'avais juste une question, vous allez peut-être pouvoir m'aider sur ce dilemme. Moi j'ai découvert Titanic sur une cassette que mes parents avaient enregistrée à la télé, et c'est pas la version officielle de Titanic, c'est une autre version. Le héros il est genre roux. Et j'ai jamais compris ce que c'était cette version que j'ai vue Titanic. Et moi j'ai découvert Titanic via ça. Mais c'est Leonardo DiCaprio aussi. Non, c'est pas Leonardo DiCaprio. Ah non, mais d'accord, mais c'est Titanic. Donc t'as vu un téléfilm sur le Titanic qui n'avait rien à voir. C'était ça Titanic. J'ai vu le vrai Titanic et j'étais là, waouh, putain, mais c'est tellement bien. Et il y a une fausse version de Titanic qui existe. Oui, il y a eu des. En fait, ça existe assez souvent. Quand il y a des gros blockbusters, on sait qu'ils vont sortir. Il y a des petits malins qui sortent des films quasiment identiques avant. Putain, parce que tu vois le produit à la rage. Parenthèse, mais tu me réactives un trauma total de le Titanic avait été enregistré sur une VHS par mes parents. Ils nous avaient interdit de regarder la fin parce que la fin vous la connaissez. Et mes parents ma mère avait dit je vais raccompagner un ami de mon frère. Ils étaient partis. Moi j'avais dit non, j'ai un peu mal au ventre, je reste à la maison. Du coup j'ai maté toute seule la fin alors que j'avais pas le droit et que j'étais vraiment trop petite. J'ai été traumatisée. Pour moi la VHS du Titanic c'était 4 cassettes. Nous c'était 3 je crois, mais effectivement enregistrement avec les pubs et tout. C'est pas un concours. En tout cas c'est beaucoup trop long, on n'a pas parlé évidemment de son couple, mais renseignez-vous sur son couple avec Catherine Bigelow, c'est hyper intéressant. Et Rita nous avait recommandé un podcast, Yuri, d'interview de James Cameron. Oui, qui s'appelle qui est le podcast The Town de Matthew Belloni, dans lequel il a fait 2 épisodes d'1 heure d'interview avec James Cameron, dans lequel il est assez pertinent, intéressant, drôle, caustique. Notamment sur la technologie et l'arrivée de l'IA dans les effets spéciaux. C'est ça qui est assez absurde. C'est qu'il est assez très novateur et en même temps ringard dans son approche ciné, quoi. Voilà. Et écoutez, c'est la fin de ce focus et c'est tout de suite l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. On va essayer d'être rapide parce que cette émission est déjà longue. Yuri, tu voulais nous recommander The Beast in Me, la nouvelle série par les créateurs de Homeland. Oui, avec Matthew Rhys et Claire Danes. Qui revient, donc qui commençait sous de mauvais augures parce que je trouvais que la mise en place était quand même très bourrine et avec, on va dire, un ton que je trouvais trop sérieux par rapport au postulat un peu insensé de l'histoire. Et après, en tout cas, la mayonnaise prend vraiment. C'est hyper bien. Et je vois Camélia qui me fait des gros signes de « et je te l'avais dit ». Mais en Camélia effet, qui est notre spectatrice hors champ pour les gens qui se demandent. Mais en effet, j'ai tout bingé comme un gros connard et c'est vraiment excellent. Enfin, c'est-à-dire que c'est un vrai thriller ludique avec un peu évidemment des reflets Hitchcockiens on va dire du coupable. Est-ce qu'il est coupable ? Est-ce que c'est juste une projection qu'on fait sur lui ? C'est hyper cool. Donc voilà, moi personnellement j'ai une petite réticence au premier épisode, voire aux 2 premiers, où je trouve qu'ils alignent un peu pas mal de gros poncifs, voire de moments un peu chelous. Mais au bout d'un moment, au moment où ça s'enclenche, c'est vraiment bien. Et c'est disponible où ? C'est disponible sur Netflix. C'est disponible sur Netflix. Voilà, comme j'articule bien et les gens comprennent ce que je dis. Félix, toi, tu vas nous parler de ça, Welcome to Derry. Donc ça, évidemment, dérivé de la saga ça. Dérivé ? Oui. Welcome to Derry. Ah, waouh. Tout à fait. Elle-même
adapté du livre de Stephen King. On n'en peut plus de parler de ce type. Avant de te donner la parole, Félix, je tiens à dire que Yuri nous a dit que recommander cette série, c'était globalement d'évaluer le podcast. Mais Yuri, c'est une recommandation, donc tu feras une contre-reco retour si tu veux à un moment. Avec mais plaisir. Là, c'est une recommandation de Félix. C'est une recommandation qui est un peu en demi-teinte parce qu'en fait, il y a 4 épisodes que je trouve super et 4 que je trouve quand même beaucoup plus faibles. Et ça tient c'est les au 2 réalisateur. premiers, les 2 derniers qui sont bons et ceux du milieu qui sont pas très bons. Pardon. Ça tient au réalisateur, du coup, qui s'appelle Andy Muschietti, je sais pas, voilà. C'est le réalisateur de The Flash. Oui, voilà, mais qui est surtout le réalisateur des 2 premiers ça, que je trouve vraiment super personnellement, et que j'avais défendu d'ailleurs à Même l'époque. le 2 ? Le 2, non, je le trouve un peu en dessous, mais en fait, ce que j'adore chez lui, c'est que je trouve que c'est un espagnol, et qu'il adore faire des visions très carnavalesques, tu vérifies s'il est bien espagnol et pas, peut-être que je suis hyper raciste, mais je crois qu'il est espagnol, ou en tout cas, il descend d'une histoire... Il est argentin, mec. Oh putain. En tout cas, je trouve que, mais en même temps, Mexique, Argentine, Espagne, est-ce que c'est vraiment pas les mêmes choses? Non, mais par contre, c'est la même, non, mais il y a une c'est la tradition même du cinéma de approche. genre. Voilà, c'est la même approche très généreuse du cinéma de genre. Je trouve très carton-pâte, en tout cas, voilà, très expressive. Et je trouve qu'en fait, les visions d'horreur de cette série sont super, et super notamment sur les 2 premiers et 2 derniers qu'il réalise. Ceux du milieu, malheureusement, c'est des réalisateurs qu'il a embauchés et qui font pas du tout justement le café à ce niveau. Et du coup, la série perd vachement en volume, je trouve. Il n'empêche que je trouve que c'est une série qui déborde en fait d'envie. Il y a presque trop de trucs, ça part un peu dans tous les sens. Et je trouve que tout n'est pas extrêmement bien ficelé. Les personnages sont pas forcément super bien caractérisés. Néanmoins, j'avoue que je l'ai regardé sans déplaisir. Je trouve que ça raconte quelque chose quand même des États-Unis de cette période-là qui est assez intéressant et d'ailleurs qui est un peu esquissé par Sinners, le film du coup de Ryan Coogler, parce qu'il y a des séquences qui sont assez similaires. Et encore une fois, une séquence qui est très similaire. Une séquence notamment qui est très similaire. Et je trouve que en fait, le concept de s'attaquer à cette créature et d'essayer de raconter son origin story, c'est hyper casse-gueule. Et en fait, ils s'en sortent plutôt bien et qu'ils réussissent à créer du mystère sur du mystère. Et ça m'a même presque donné envie de regarder la saison 2. Donc voilà, si jamais vous êtes amateur en fait ou amatrice de cinéma d'horreur et notamment des premiers ça, je pense que vous pouvez potentiellement y trouver votre compte en regardant cette série. Et même si vous êtes fan des séries un peu de network des années 2000, je trouve qu'en termes de générosité, de côté un peu fouillé, il y a un peu de ça. Et c'est effectivement très agréable malgré effectivement le fait que ce soit une série très imparfaite. On va clôturer cette émission avec une carte blanche. Jingle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Manon, en carte blanche aujourd'hui, tu voulais nous parler en hommage à Rob Reiner de Stand By Me. Oui, donc le réalisateur Rob Reiner qui en fait est jamais vraiment considéré comme un cinéaste majeur, je trouve, alors que sa filmographie elle est pleine de moments genre de cinéma qui sont vraiment gravés, je trouve, dans la mémoire collective. Et tragiquement décédé la semaine dernière, on en a parlé un peu dans l'intro du podcast. Et donc j'aimerais à cette occasion dire et redire mon amour pour Stand By Me, son adaptation très personnelle de la nouvelle The Body de Stephen King, encore lui. Ce film, c'est aussi le préféré et le plus personnel de Rob Reiner lui-même, qui dit s'être beaucoup reconnu en Gordy et son rapport ambivalent à son père, le père de Rob Reiner étant l'humoriste et le cinéaste Karl Reiner. Et il a donc réalisé ce film, un drame, comme une sorte de déclaration d'indépendance vis-à-vis de son humoriste de père. Dans Stand By Me, Rob Reiner filmait notamment un tout jeune River Phoenix au sortir de l'enfance, qui décédera pourtant 7 ans plus tard d'une overdose, alors que dans une des ultimes scènes du film presque testamentaire, Chris, son personnage, disparaît au loin dans un fondu enchaîné très évocateur, puisqu'on sait que son personnage, lui aussi, est décédé à l'âge adulte, poignardé dans un fast-food. Rob Reiner vient de mourir poignardé par son fils, toxicomane, et ce concours de circonstances glauques et tragiquement made in Hollywood donne un drôle de goût à ce film déjà particulièrement doux amer. L'amitié, et surtout l'amitié dans le temps, c'est un sujet qui m'interroge, voire me tourmente beaucoup. Et c'est donc pas tout à fait objectif que j'affirme ici ne pas connaître de ligne de dialogue plus marquante pour conclure un film que celle qui achève Stand By Me. Pas même prononcée, mais simplement tapée sur un clavier d'ordinateur. I never had any friends like the ones I had when I was 12. Jesus, does anyone? Je n'ai plus jamais eu d'amis comme ceux que j'avais eus à 12 ans, mais mon Dieu, qui en a déjà eu? En gros, en français, mais ça rend beaucoup moins bien qu'en anglais. C'est dans cette ultime affirmation que se déploie toute la mélancolie de ce grand film qui nous raconte la fin d'une amitié et avec elle de toutes les amitiés, même les plus fortes, que le couperet de l'âge adulte abîme presque toujours inévitablement et toujours tragiquement, malgré les serments et les promesses. Entre les pages de Stephen King, Rob Reiner a su capter avec beaucoup de précision quelque chose de la douceur enfouie de cette période de fin de l'enfance et même de la violence de cet âge charnière, celle où l'on commence à percevoir la frontière entre notre imagination et la réalité.
comme un gros chien hyper impressionnant finalement pas si impressionnant, et une ville natale finalement petite et banale. Et que l'on soit un jeune garçon dans l'Amérique oubliée des années 60 ou un adolescent connecté, la désillusion est la même et elle est inévitable. En alternant entre les rires et les larmes de ces 4 garçons qui s'autorisent à se laisser aller à la vulnérabilité, Rob Reiner nous raconte une amitié belle et pure dans une petite aventure mais un grand film, servi par 4 jeunes acteurs dont l'alchimie fonctionnait dans l'humour comme dans l'émotion, au son de l'évocateur Stand By Me de Ben Hicking qui berce les séquences les plus contemplatives du film. Et ce que les enfants découvrent cet été-là, c'est aussi l'angoisse de la mort qui nous frôle en permanence, encapsulée en miroir dans un film au destin en toute part tragique. Eh ben merci beaucoup Manon, c'était la dernière carte blanche de cette saison 2025. On vous l'annonçait en début d'émission, on fait un bilan de cette année avec nos tops, nos flops, à la fois cinéma et série. On vous donne rendez-vous juste avant Noël, le jour de Noël, Yuri. Oui. Le jour de Noël pour cette émission et évidemment, on vous souhaite de bonnes fêtes et on est de retour en 2026.